Donc il est 14 heures, nous sommes en ligne et en présence ici au CAU du Nord pour cette 18e conversation sur la thématique ville productive dans l'atelier Refonder les villes et les bourgs. Donc la thématique de cette conversation, ville productive, faire germer la ville nourricière. Donc nous nous retrouvons ici en visio et en présence, comme je le disais. Et donc, je salue toutes les personnes qui sont ici avec nous et qui sont également en visio derrière les écrans. Cette thématique ville productive donc, va s'intéresser à la question de l'agriculture en ville, de l'alimentation en ville, et voir comment effectivement nous allons aborder la question de l'alimentation, nous reconnecter à la nature, porter davantage attention à notre santé, à notre bien-être et à nos environnements. Pour une ville aimable, inclusive, productive et nourricière, qui offre à ses habitants des espaces d'agriculture urbaine et qui met en place des actions en faveur d'une alimentation saine, respectueuse des écosystèmes et généreuse. Une ville qui donne l'opportunité de retisser du lien social et de requalifier les espaces urbains autour d'une terre vivante et de sols fertiles. Du projet alimentaire territorial aux jardins familiaux et aux fermes urbaines, des dispositifs donnent les moyens d'engager la transition. Donc pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Thierry de Coster comme grand témoin de cette conversation, fondateur de la ferme du Sens à Villeneuve-d'Ascq, et qui nous présentera ce projet de ferme du Sens, donc du producteur au consommateur, un parcours pionnier pour faire germer de nouvelles valeurs. Ensuite, nous aurons trois panoramas. Le projet alimentaire territorial de l'Avesnois avec Nathalie Manet, qui est directrice projet de territoire et de transition écologique à l'agglomération Maubeuge-Val de Sambre. Ensuite, pour la ville de Grande-Synthe, Juliane Mierzejewski, responsable du service transition et éducation populaire, et Pauline Delhotel, chef de projet solidarité et justice alimentaire, donc qui nous présenteront autonomie et justice alimentaire à Grande-Synthe. Puis un zoom donc sur la métropole avec la ferme du Trichon, laboratoire vivant de la transition à Roubaix, présenté par Anne-Sophie Van der Rijn, chargée de projet à la ferme du Trichon. Et Jamila Bentrar, qui est coordinatrice quartier fertile à la métropole de Lille. Ensuite, nous reviendrons après quelques échanges sur le fragment où Thierry de Coster nous présentera à nouveau construire et transmettre une invitation à faire sens, en tout cas un retour sur son expérience à la ferme du Sens. Voilà, et donc je vais laisser la parole à Benoît Poncelet, donc directeur du CAUE, pour animer cette conversation. Merci Delphine. Alors merci à vous tous d'être là, d'avoir répondu à l'invitation du CAUE. Merci à ceux qui sont dans la salle ou un peu plus loin. Notre séquence est filmée, donc on essaiera de ne pas dire trop de bêtises, mais on a le droit quand même à l'indépendance du propos. C'est un lieu qui nous tient à cœur parce qu'effectivement, c'est un carrefour, un lieu où on va essayer de comprendre ensemble les évolutions dans lesquelles nous sommes. Et on est dans un monde d'évolution et comprendre le sens des choses auxquelles on participe est essentiel. Alors, effectivement, j'ai invité Thierry de Coster. On a eu l'habitude ces derniers temps d'avoir toujours des témoins qui venaient du monde public ou du domaine public. Et j'ai trouvé intéressant, par son expérience et parmi le fait qu'il ait fait partie d'une première vague de pionniers, on va dire ça comme ça. Ils étaient quelques-uns à avoir des grandes convictions. Mais toi, tu as tiré la charrue un peu avec beaucoup de pugnacité et d'envie de réussir, mais avec tes propres moyens, en venant du monde de l'entreprise. Alors Thierry, on va passer quelques petites images qui vont apparaître ici. J'aurais bien aimé te questionner sur ton parcours. Pour resituer un peu les choses, on a mis quelques images, parce que le CAUE en 2005, on a monté une exposition et des échanges sur la ville nature. On était en 2005. Donc 20 ans avant notre table ronde, on s'est dit, il y a quelque chose qui se passe. Donc avec l'aide d'Anne Braquet et de l'équipe, on avait repris cette image que vous voyez à l'écran, qui montre la tâche urbaine dans une métropole très rurale. Tu peux avancer ?
Voilà. Alors, à l'époque, en 2005, cette image recense où se situent les exploitations agricoles. Ça a dû bouger depuis, hein, forcément. Tu peux avancer. Et là, on a positionné la ferme du Sens, qui est le point de départ de toute ton aventure. Mais on va revenir un peu avec toi en arrière sur, sur ton parcours personnel. On avait bien aimé en 2005 de chercher des figures qui représentaient la ferme, le petit rectangle rouge ou le petit rectangle éteint, lorsqu'il se retrouve en perte d'activité. Mais on a aussi pu montrer, tu peux passer quelques images, où était cette dimension du statu quo, où la ferme en rouge, là, ici, vient continuer à dialoguer avec un territoire qui a tendance à se miter, parce que les lotissements sont venus, entre autres à l'époque. Et puis ces fermes qui ont pu résister parce qu'elles ont admis de pouvoir se transformer avec des pratiques agricoles un peu différentes, du maraîchage en particulier. Et là, on est le paysage de la ferme où le motif urbain s'est imposé et a englobé la ferme. Et c'est un peu le cas de figure dans lequel s'est retrouvée la ferme du Sens, qui va devenir un lieu d'initiative, mais un lieu un peu laboratoire, qui, au milieu de tout le panorama qu'on avait fait à l'époque avec l'aide d'un jeune architecte qui avait été venu faire son stage, on avait pu décoder différents sites, ici à Lambersart, à la ferme du Montgarin, d'autres fermes à Vambrechy, transformées en lieu de vente horticole, ou d'autres lieux encore, tu peux passer, s'il te plaît, qui vont nous montrer à la ferme du Hélin, dans la Pévelle, devenue un lieu d'accueil pour les réceptions. Et à l'époque, on avait déjà repéré, tu peux passer, d'autres fermes qui étaient devenues des centres équestres, par exemple, dans des lieux de résidence comme au Bois d'Achel. Et on avait repéré déjà en son temps la ferme du Sens. Alors j'ai été chercher des images que tu nous as données plus récentes de ton site pour illustrer la propos, mais tu faisais déjà partie de la série pour illustrer l'environnement dans lequel tu as fait naître ce projet. Voilà, je voulais juste te donner ces indications-là pour te réinterroger cette fois-ci et te donner la parole. Donc peut-être repartir non pas de l'enfance, mais un peu d'où tu viens et comment petit à petit, parce que c'est pas que le projet de la ferme du Sens qui nous intéresse, c'est le parcours du bonhomme. Et le bonhomme, il a vécu, peut-être comme beaucoup dans leur vie, une envie de faire autre chose. Alors un projet, je dis souvent qu'un projet, ça se construit à partir depuis son enfance finalement. C'est-à-dire que ce qu'on vit au quotidien, depuis qu'on est tout petit, ça forge petit à petit le sens qu'on veut donner à sa vie. J'ai d'ailleurs écrit un livre que vous pouvez trouver sur Internet qui s'appelle « Construire sa vie à son image » et qui dit ça, qui explique pourquoi finalement j'en suis arrivé à un projet pareil, qui pour les gens à l'époque était un projet fou, mais en fait pas pour moi. Il n'était pas fou pour moi parce que je l'avais dans les tripes et je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait, j'ai toujours du mal à dire ça, mais j'ai fait mon premier métier. Quand je dis que je l'ai construit, ce projet-là, j'ai commencé par être négociant dans le Pays de Caux, en Normandie, pour vendre des produits phytosanitaires. Je vous le donne en mille. Et l'air de rien, j'ai fait ce métier pendant longtemps. Hein, donc j'étais technicien agricole, j'étais négociant à mon compte, j'étais jeune, j'avais 23 ou 24 ans, et j'ai repris une petite affaire de négoce et je vendais des engrais, des phytosanitaires en pagaille, des herbicides, des insecticides, des fongicides, et tout ce qui va avec, des semences traitées, fortement traitées. Voilà. Et j'ai toujours l'honnêteté de dire que c'était un métier passionnant. C'est-à-dire que j'étais jeune, je ne me rendais pas compte. Et j'étais conseiller, mais j'étais déjà un peu dans la limite. J'étais déjà à cette époque-là dans la prévention, plus que dans le curatif. Hein, dans ces métiers-là, on parle de prévention ou de faire en sorte de traiter les plantes quand elles sont malades. Moi, j'essayais de les traiter quand je commençais à avoir les premiers symptômes de maladie. Donc j'étais déjà un peu dans la limite. C'est intéressant de vous le dire, parce qu'après, je suis passé dans la grande limite. Et en fait, si vous voulez, je me souviens à l'époque, je raconte toujours cette petite histoire, j'allais voir deux agriculteurs, il n'y en avait pas 36, hein, il y avait deux agriculteurs en bio. Il faut remonter quand même aux années 80. C'était en 1980-1982. Et dans mon secteur d'activité, il y avait deux agriculteurs qui faisaient du bio. Et en fait, j'allais les voir, moi. J'allais les voir avec mon esprit un peu
voilà, conquérant, oui, c'est tout à fait le terme. Et j'allais les voir en leur disant, mais attendez, votre champ, il est vraiment très très sale, moi j'ai la solution immédiate, on va traiter ça, et en 2 coups de cuillère à peau, votre champ sera nickel, et au lieu de faire 50 quintaux à l'hectare en blé, vous allez faire 80 quintaux au minimum. Et en fait, ces gars-là me regardaient toujours d'un air, je m'en souviens, comme si c'était hier, en me disant, mais ce type-là, il a rien compris au film, quoi. Mais je pigeais pas. Et en fait, je vais passer rapidement là-dessus, mais en fait, je me suis quand même rendu compte à cette époque-là que, parce que je faisais ce qu'on appelait des tours de plaine. Toute la journée, j'étais dans une camionnette, j'allais voir des agriculteurs et je faisais le tour de leurs champs et je leur conseillais parcelle par parcelle. Donc je connaissais leur assolement, etc. Et je leur conseillais parcelle par parcelle ce qu'ils devaient faire comme, comme technique pour arriver à produire le plus possible. Si je vous dis ça aujourd'hui, c'est très important pour l'histoire, la suite. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais un mauvais contrat de gérance. Et en fait, je vais passer les détails, ça serait trop long. Mais en fait, le propriétaire qui m'avait vendu l'entreprise l'a repris pour lui et ses enfants. Il y avait une clause dans le contrat qui lui permettait de reprendre. La chance de ma vie. Parce que sinon, ça commençait à bien marcher et tu te refais prendre ton affaire. Alors ça commençait à très très bien marcher. En fait, moi j'ai pris cette affaire, j'ai dû multiplier par 5 ou 6 le chiffre d'affaires. Et j'étais dans l'allégresse parce que c'était formidable. Tout le monde en voulait de ces produits, enfin, etc. Et je participais à un club qui s'appelait le Club des 100 quintaux à l'époque. Donc il fallait produire 100 quintaux et on est arrivé jusqu'à 120 quintaux à l'hectare. Et ça, c'était sur le blé, mais c'était sur toutes les cultures la même chose. Donc ta chance, cette rupture de contrat. Voilà. Ma chance, c'est cette rupture de contrat. Je vais essayer d'aller vite parce que ça serait trop long. Tout ça. Et si vous voulez, j'avais aussi quand même en moi, j'avais un côté de mon éducation familiale, etc. J'avais un petit côté rebelle. C'est-à-dire que ce métier-là, personne n'imaginait que j'allais faire ce métier-là dans ma famille. De vendre des produits phytosanitaires, c'était pas dans le. Mes parents étaient plutôt industriels, ma famille c'était des industriels, dans le textile notamment. Et donc, moi j'étais parti dans le domaine agricole, et donc cette phase de ma vie s'est arrêtée net. Et comme je savais faire qu'un seul métier, c'est compliqué quand on sait faire qu'un seul métier. Donc évidemment, j'ai trouvé très rapidement le même métier, mais encore pire. C'est-à-dire que je suis parti en Beauce, du côté de la Beauce pouilleuse. Donc c'était plus des fermes de 150 hectares ou de 200 hectares, c'était des fermes de 1000, 1500 hectares, etc. Et donc vous imaginez les quantités de volume de pesticides qu'on pouvait mettre sur ces terres. Donc je suis pas très fier, et souvent les gens me disent c'est pas grave, tu t'es rattrapé. Voilà. Donc de là, si vous voulez, je me dis mais je peux plus continuer ce métier-là. Je sentais qu'il fallait que je change. Et donc j'ai dit à l'époque à ma femme qui bossait pas et qui voulait travailler, je lui ai dit bah à toi de jouer, moi j'arrête. J'arrête de travailler, je prends 2 années sabbatiques et je m'occupe de mes enfants. Donc je suis devenu père au foyer. Je le dis au passage parce que c'est très important aussi. C'est une autre façon de regarder les choses et la vie. Et donc pendant cette époque-là, je me suis occupé d'associations, j'ai fait moi-même un travail personnel, de développement personnel, pour essayer de comprendre finalement qu'est-ce qui m'intéressait vraiment dans la vie. Et sorti de cette phase-là, j'ai rencontré un directeur de formation à l'école d'agriculture de Genève, que vous connaissez, l'école d'agriculture de Genève, dans laquelle j'avais été élève 20 ans avant. Et j'étais embauché pour être formateur pour des alternants. Donc j'ai formé des alternants qui voulaient devenir agriculteurs, qui voulaient monter un projet spécifique qui leur appartenait dans la ferme de leurs parents souvent. Mais aussi j'ai accompagné des femmes d'agriculteurs, beaucoup, qui voulaient, auprès de leur mari, créer des activités propres, qui leur soient propres dans la ferme familiale. Ça m'a absolument passionné, et un jour, et je vais arriver à la ferme du Sens, un jour dans les couloirs, un étudiant que j'aimais beaucoup me disait toujours « Thierry, tu devrais t'intéresser à l'agriculture biologique ». Donc je le dois à un de mes stagiaires. C'est finalement écouter quelqu'un
qui vous dit à un moment donné, tu devrais regarder de ce côté-là, ça peut être passionnant. Et à ce moment-là, très peu de temps après, il y a le GAM Nord, le groupement des agriculteurs biologiques du Nord-Pas-de-Calais, qui m'appelle et qui me dit, Thierry, est-ce que tu peux nous... Parce que j'étais aussi responsable de créer des formations pour les entreprises ou des associations qui cherchaient à faire des formations spécifiques en agriculture. Et donc cette personne m'appelle, le président d'Aprobio, si certains connaissent Aprobio, Association de promotion de l'agriculture biologique dans le Nord-Pas-de-Calais, Henri Flouret, qui est malheureusement décédé maintenant, et il me dit, est-ce que tu peux nous faire une formation pour des agriculteurs qui veulent se reconvertir à la bio? Donc je dis, moi j'y connais rien, mais je vais aller chercher des compétences. C'est ce que je savais faire, j'allais chercher les compétences. J'ai réuni autour de la table des personnes compétentes en agriculture biologique, et j'ai créé cette formation, je l'ai animée pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, ça c'est difficile à croire, mais j'ai vu la ferme du Sens se dessiner. Je savais pas où elle était, mais je l'ai vue se dessiner, je me suis dit en fait ces gens-là, ce qu'ils disent dans leur façon de produire, leur façon de préserver les terres, de préserver l'air, l'eau, le sol, l'humus, etc., etc. Et surtout le lien à l'humain, c'était ça qui m'intéressait, parce que j'avais fait beaucoup de travail sur l'humain entre les deux. Le lien à la terre et le lien aux personnes qui travaillent la terre, le respect des gens qui travaillent la terre, me parlait particulièrement. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais créer un projet autour de l'agriculture biologique, de l'économie sociale et solidaire, du développement durable. Alors on pourra y revenir sur le développement durable parce qu'il y a des choses à dire. Mais l'idée de fond, c'était de créer mon entreprise, voire 2 entreprises, j'en ai créé 2 après, et d'ouvrir le site. C'est ça qui est important, on parlait tout à l'heure de faire des lieux qui soient des lieux d'entrepreneuriat, des espèces de ruches d'entreprise. Donc dans mon projet de départ était écrit que j'allais créer ma propre entreprise, mais que j'allais accueillir d'autres entreprises et beaucoup d'autres entreprises qui travaillent dans le même sens et qui travaillent sur ces projets d'agriculture biologique. Merci parce que de témoigner de ça, parce que c'est très personnel, très humain, oui, et en même temps tu fais le lien entre l'humain et l'humus, donc on voit bien les choses, et entre une production intensive et puis une production raisonnée qui va être une rencontre déterminante pour toi. Alors je te reprends juste sur le terme raisonné, parce que ça c'est important. L'agriculture raisonnée, c'est presque de l'agriculture conventionnelle. D'accord. Donc il faut faire attention. Autant pour moi. C'est-à-dire que dans une ferme en agriculture raisonnée, le bâtiment dans lequel on met les produits de traitement, il est bourré. Et il y a des têtes de mort partout. Okay. Mais il y a un cahier des charges qui dit qu'il faut raisonner ces traitements. Bon. Donc il faut faire très attention. Le seul label abouti, j'en profite pour vous le dire au passage, abouti de l'agriculture, c'est le label de l'agriculture biologique. C'est le seul qui soit réellement abouti aujourd'hui. Tu viens à cette idée qu'il y a un espace à inventer qui sera l'espace de cette rencontre du monde de l'agriculture biologique avec les urbains, c'est ça l'idée, le lien et le contact et l'accroche. Alors on rentre déjà dans la ferme du Sens, mais c'est peut-être une introduction, on y reviendra tout à l'heure. Mais ce qui est très important, on parlait de l'institutionnel et du privé tout à l'heure. Quand j'ai créé la ferme du Sens, je me suis tout de suite dit qu'il fallait que je crée une association. Malheureusement, elle n'existe plus, parce que j'étais débordé par un tas de trucs derrière. Et j'ai créé une association à l'époque qui s'appelait Pour une approche globale de l'homme dans son environnement. Et pour faire cette association, j'ai communiqué sur le territoire où j'allais mettre la ferme du Sens. Bon, il faut imaginer la ferme du Sens, vous n'avez pas d'image, mais la ferme du Sens, c'était une ruine. Et donc, j'ai commencé par réfléchir avec les gens du quartier, de la Haute-Borne, qui est devenue la Haute-Borne aujourd'hui. J'ai réfléchi avec les gens du quartier de qu'est-ce qu'ils voulaient en tant qu'usagers que j'imagine dans mon projet. Donc je l'ai fait avec eux. On va rester sur ce côté-là parce qu'il y a un petit slogan que j'ai vu dans ton site quelque part, entreprendre ensemble et par nature. Donc c'est ce côté ensemble que tu évoques. Donc tu peux peut-être approfondir cette relation-là. Ce côté ensemble, c'est que je trouvais que c'était... Moi, c'est pas mon tempérament d'entreprendre tout seul. Donc j'ai d'abord entrepris avec cette association que j'avais créée, c'est-à-dire que les gens du quartier qui voyaient d'un très bon œil l'arrivée de la ferme du Sens. Ça les intéressait particulièrement de faire partie du projet. Donc c'est comme ça que j'ai créé cette association. Et c'est aussi pour aller chercher des subventions.
Le conseil régional m'a beaucoup aidé à l'époque pour C'était l'aspect paysager. C'était Marie-Christine Blandin. À l'époque. Marie-Christine Blandin. Tu à avais l'époque. une interlocutrice qui avait une... Je ne l'avais pas en direct, mais bon, il y avait une forte volonté de voir ce type de projet sortir de terre à l'époque. Comment tu te situes par rapport à d'autres dans le territoire ou ailleurs en France? Tu as mis tes antennes un peu partout. Comment tu vas chercher des modèles ou tu te dis j'invente quelque chose qui n'existe pas? Non, j'invente quelque chose qui n'existe pas. À l'époque, ça n'existait pas, ce type de projet, de la façon dont je l'imaginais. Comme je le disais tout à l'heure, je reviens à ça, je l'ai fait avec mes tripes. C'est-à-dire, je l'ai fait avec mon histoire. Et je pense que j'y ai mis ce que j'avais envie. Par exemple, trouver cette ferme, c'était pas évident. J'en ai vu 40 avant. J'ai voulu trouver un endroit qui soit au milieu des terres de culture. Au départ, il n'y avait rien autour. Il y avait des charrues et des tracteurs. On a parlé tout à l'heure de tracteurs et de charrues. Quand j'ai acheté la ferme, c'était des tracteurs et des charrues qui tournaient autour. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a 15 000 salariés à la Haute-Borne. Mais à l'époque, il n'y avait personne. Hein. Et donc, en fait, ce que je voulais, c'était créer un lieu en partant de l'histoire de ce lieu. C'est-à-dire de ne pas oublier ce que ce lieu était avant que j'en fasse quelque chose de nouveau. Alors la particularité, on l'a vu dans les images, c'est que le lieu que tu vas t'approprier, on fera une séquence spécifique sur la ferme du Sens, mais c'est un lieu sans sol. La ferme n'a plus son sol. Tu évoquais Villeneuve d'Ascq. Et du coup, quel est le rapport que tu vas rétablir avec cette agriculture biologique qui est en train de se mettre en place, mais les producteurs, ils ne sont pas forcément à portée de main. J'imagine qu'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas, entre guillemets, de système d'achat groupé ou de centrale d'achat, dirait-on aujourd'hui. Comment tu vas aller chercher tous tes interlocuteurs? Écoute, d'abord, si, contrairement à ce que tu dis, il y avait déjà, Biocop existait déjà. D'accord. Hein, mais je les ai pas, dans mon projet, la façon dont je l'ai mené, je les ai pas rencontrés dès le départ. Ça, c'est important que tu dises ça. Et donc, en fait, c'est ça qui était passionnant, c'est que j'ai eu l'impression de défricher. Un peu comme j'ai défriché la ferme, hein, c'est la même chose. Mais j'ai défriché pour aller chercher d'abord les producteurs locaux. Il faut savoir que dans le Nord, l'agriculture biologique, ça représente très peu de choses. Hein, c'est 2% de la surface de la SAU, ce qui représente absolument rien, alors que vous avez des régions où aujourd'hui sont à 15 à 20%. Hein, donc nous, on est... D'ailleurs, quand j'ai créé le projet, les gens m'ont dit, de toute façon, l'agriculture biologique ici, c'est zéro, ça ne marchera jamais. Ici, c'est les moules frites. Hein, voilà ce qu'on m'a répondu quand je cherchais de l'argent pour monter le projet. Hein, il faut s'imaginer il y a 30 ans. Hein. Et donc, pour répondre à tes questions, j'ai fait des salons. J'ai rencontré des producteurs, j'ai rencontré des transformateurs, j'ai rencontré des grossistes. Et puis, petit à petit, il faut savoir qu'au début, la ferme, le magasin bio fonctionnait avec 120 fournisseurs. Donc, autant vous dire que je travaillais jour et nuit ou pas loin. Hein, et aujourd'hui, il travaille avec un fournisseur, quoi, Biocop. Hein, donc, vous voyez un peu la difficulté d'entreprendre avec 120 fournisseurs. C'est-à-dire que la sonnette, elle sonnait toutes les 2 minutes avec un camion qui arrivait pour amener 3 cajots, 2 cajots, etc. Parce que aujourd'hui, il y a 30 personnes qui travaillent dans le magasin, mais à l'époque, on était 2. Hein, donc, ça a commencé tout petit et les gens ramenaient très peu de choses à la fois, quoi. Voilà. C'est un grain qui germe. Il germe avec l'idée de faire ensemble. Et dans ton idée, tu vas créer tout de suite cette idée d'écosystème, de cluster, on dirait-on en mauvais français. Comment tu imagines les choses à ce moment-là? Parce que la ferme, par définition, il y a un rapport du bâti à un sol. Il y a une activité qui peut être variée parce qu'effectivement, selon la position de la ferme historique, elle a affaire à des fermes de labour ou à des fermes d'élevage. Enfin, on sait qu'il y a des typologies liées à la situation et à la qualité des environnements. Quels sont les éléments que tu pressens en te disant je suis dans une ferme sans sol et qu'est-ce que je vais pouvoir donner comme appui, parce qu'on sait que tu n'es pas resté que sur le sol magasin bio qu'on connaît, mais tu as donné aussi l'espace pour qu'il y ait d'autres choses qui se passent. Oui, je pense que j'étais ouvert, je regardais ce qui se passe. C'est-à-dire que quand j'ai créé le projet, quand j'ai vu tous les gens qui rentraient dès le départ dans le magasin, j'ai créé le contact. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit mais c'est génial, est-ce qu'il y a de la place pour bon, par exemple, je vous raconte cette petite anecdote, mais il y en a eu plein comme ça. Et je vous en raconte qu'une.
Un jour, il y a un type qui vient me vendre une assurance pour assurer mes bâtiments. Et ce type-là, je le trouvais triste. Je voyais bien qu'il n'était pas à sa place et qu'il ne faisait pas le métier qui lui convenait. Et donc je lui ai dit, écoute, moi je ne vais pas acheter une assurance à un type aussi triste que toi. Ça s'est passé exactement comme ça. Et donc je lui ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes faire dans la vie? Voilà. Et le type me dit, j'aime bien faire de la bière dans ma cuisine. Ça paraît anodin. Je lui dis, si tu aimes bien faire de la bière dans ta cuisine, tu pourrais peut-être un jour faire vraiment de la bière, artisanale. Et je lui dis, tu vois, ici on pourrait monter un bâtiment, et puis tu pourrais devenir brasseur. Et le type me dit, écoute, je voyais qu'il était un peu déstabilisé, et puis il s'en va, et 2 ans après il revient, il me dit, ça tient toujours le truc que tu m'as dit il y a 2 ans? Je lui dis, oui, alors on y va. Donc on a construit un bâtiment, on a été chercher l'architecte, on a construit un bâtiment qui avait la gueule d'une brasserie, et c'est devenu la brasserie Moulin d'Ascq. Voilà. Donc c'est pour vous donner une anecdote, mais aujourd'hui il y a 14 entreprises sur le site, et ça s'est fait un peu... Si vous voulez, ce qui est important dans ta question, c'est que je ne l'ai pas structuré au départ. Je l'ai ouvert comme un possible. Et en fait, quand on ouvre les choses comme un possible, humainement parlant, les choses se passent. Okay. Je vous propose qu'on en reste là, c'est un très beau mot de témoignage, c'est ce qu'on attendait, cette idée qu'effectivement on peut réussir, et on peut réussir par soi-même, même quand l'environnement n'est pas tout à fait prêt. Alors on va passer maintenant dans un autre univers, celui dont on a l'habitude de côtoyer, celui des gens qui sont engagés sur leur territoire, en lien avec des politiques publiques, et aujourd'hui cette question qu'on a explorée avec toi sur l'approche pionnière, nouvelle vague, on va dire, qui s'installait dans nos villes. Je vais passer la parole à Nathalie Manet, qui est directrice de projet de territoire, comme ça a été dit, et de transition écologique, dans une échelle de territoire qui est celle d'une agglomération. Donc ce n'est pas des territoires, je dirais, naturels dans lesquels on s'organise, c'est des territoires déjà périmétrés. Et des caractéristiques peut-être que tu vas nous indiquer tout de suite, Nathalie. Une agglo Maubeuge-Val de Sambre, ça parle d'une ville et ça parle d'un territoire et d'un environnement. Alors le PAT, c'est le projet alimentaire territorial de l'Avesnois. Alors la particularité de ce projet alimentaire territorial, alors si je ne m'abuse, il y en a une 50aine en France. Je vais regarder ce qu'il y a juste après. C'est qu'en fait la particularité au niveau de l'Avesnois, donc petite info au niveau du bio, dans la région c'est dans l'Avesnois qu'il y en a le plus, parce que sur 10 hectares cultivés dans l'Avesnois, il y en a un en bio. Voilà. Donc en fait on connaît l'Avesnois effectivement pour son maroilles, on a la chance d'avoir un parc naturel régional qui en fait existe depuis 1998, qui s'est battu tout au début sur la réinstallation des haies bocagères. Donc on les prenait pour des fous, mais en fait maintenant on se rend compte que leur action est bénéfique. Et il s'étale donc sur 142 communes. Au niveau de l'agglomération de Maubeuge, nous on en a 43 des communes. Donc 43 communes, à peu près 125 000 habitants, avec un territoire avec 3 zones urbaines et 27 communes rurales. Donc avec des questionnements qui sont aussi partagés avec les autres agglomérations de l'arrondissement. Et en fait, nous sommes donc 4 agglomérations et c'est le parc naturel régional qui coordonne les actions au niveau du projet alimentaire territorial sur nos 4 EPCI, établissements publics de coopération intercommunale. La particularité de l'Avesnois, c'est qu'on est très rural et en même temps on a 2500 km de cours d'eau. Donc ça veut dire qu'on a notamment en gestion très serrée avec l'État la surveillance au niveau d'une des plus grosses, une nappe phréatique au niveau de Vieuxrang. Donc on a un travail spécifique avec l'agence de l'eau et l'État sur justement le taux et la qualité des intrants qui peuvent affecter justement cette nappe phréatique.
Donc un PAT, c'est quoi ? C'est le fait de pouvoir réunir autour d'un projet pour une meilleure alimentation toutes les parties prenantes. Donc on est effectivement, ce graphique est assez clair là-dessus, c'est qu'on est sur la partie économie alimentaire, on est sur l'accessibilité sociale aussi, on va y revenir, la partie culturelle gastronomique, voilà, je suppose que vous avez peut-être vu les dernières campagnes de l'Office de tourisme de l'Avesnois qui sont assez rigolotes sur la base, ne venez surtout pas, vous allez aimer. L'urbanisme, l'aménagement du territoire, voilà, parce qu'on parle aussi ZAN, on parle beaucoup de choses. Nutrition santé, qui est le gros point principal, et bien sûr la partie environnement. Alors la particularité, en fait, donc c'est un programme, un plan alimentaire, alors programme, chacun le met à sa sauce, qui est soutenu donc par la région. On fait partie du mieux manger et du mieux consommer dans les 6 piliers de France Nation Verte, et bien évidemment avec l'Union européenne en soutien également. Alors, le PAT de l'Avesnois, il est un peu particulier parce que malheureusement, on est un territoire qui cumule beaucoup de lanternes rouges et où le PAT devient un vrai objet de santé publique. C'est-à-dire que, si je dois donner des chiffres, on a 17,6% de la population qui est en QPV sur 7 communes. On a un déclin démographique permanent de 10%. 25% de la population a plus de 60 ans. Le taux de pauvreté est à 23%, c'est-à-dire le double de la moyenne nationale. Et on a surtout une surmortalité prématurée de 50% au regard de l'Hexagone. Alors notamment sur des maladies cardiovasculaires et des cancers. Le lien est effectivement établi très clairement avec la précarité et les affections de longue durée. Donc, de fait, le PAT va intervenir vraiment comme un outil en soutien à une politique sociale et une politique sanitaire sur le territoire très importante. On a des très très grosses interventions et beaucoup de soutien sur la partie santé, notamment au sein de ce qu'on appelle le pacte SAT, donc qui est un pacte qui est spécifique Sambre-Avesnois-Thiérache, puisque malheureusement on partage aussi ces constats avec l'Aisne. C'est qu'en fait donc c'est un plan qui est renouvelé, qui là vient d'être re-signé pour 5 ans et qui nous donne des moyens spécifiques pour intervenir sur ces sujets. Alors que ça soit effectivement l'alimentation, l'emploi, la santé, et aussi un très très gros point sur les violences intrafamiliales, puisque malheureusement on a aussi ce triste record au niveau de la région. Donc le PAT, il est organisé sur des axes qui vont permettre de travailler sur ces objectifs de santé publique et d'environnement, avec 4 axes principaux. Donc réduire l'obésité et le surpoids dans la population. Ensuite, augmenter l'activité physique et diminuer la sédentarité, améliorer les pratiques alimentaires et les apports nutritionnels, et réduire la prévalence des pathologies nutritionnelles. Pour ça, on a quelques actions. On va agir sur la restauration collective au niveau des communes, par l'intermédiaire de tout ce qui est favorisé au niveau de la loi Egalim. On va travailler pour aider les entreprises et les filières locales à s'implanter et à se développer. Là, par exemple, Maubeuge vient d'ouvrir ses grandes halles qui fonctionnent très bien, où on a des produits locaux à bas prix. Et vraiment, c'est un vrai plaisir d'aller faire ses courses là-bas en semaine. On a un gros travail éducation et prévention. Donc ça, on le verra avec l'association L'Essence du Goût, qui fait un magnifique travail sur le territoire et qui a rendu récemment une étude sur la précarité alimentaire qui est vraiment extrêmement intéressante. Et puis bien sûr, l'axe de réduction des déchets sur lequel on avance. On s'est rendu compte que 30% de la surmortalité sur le territoire serait évitable si on avait un vrai plan liant santé et alimentation.
Donc pour nous, la marge de progression, elle est énorme. Elle est vraiment super, super importante. Et tout ce qui est apporté au niveau du PAT doit aller dans ce sens, en fait. Travailler sur tous les âges, travailler principalement à l'école aussi, mais pas que. Des suivis de cohortes de publics en difficulté pour les accompagner par des nutritionnistes, par des médiateurs sociaux. Comme je le disais, en fait, moi j'ai bossé 17 ans sur la métropole lilloise, entre autres, et en arrivant à Maubeuge, j'ai découvert la pauvreté en milieu rural, et c'est d'une violence sans nom, en fait. Voilà, on est sur un territoire qui nécessite qui n'a pas le choix et qui le fait très naturellement d'être solidaire au niveau de ses différentes politiques publiques. Parce que de toute façon, s'il n'y a pas ça, ça fonctionne pas, ça tient pas. Donc cette solidarité au niveau public, elle est déjà en place depuis longtemps. Donc là, effectivement, je disais le lien avec la santé publique. Donc on a donc là un nouveau PAT pour 2025-2030 avec des objectifs qui sont toujours ceux que j'ai donnés tout à l'heure, avec notamment une orientation principale qui est promotion de l'activité physique et de l'alimentation équilibrée. Donc je reviens sur l'association d'essence du goût qui effectivement a une action relais entre les professionnels et les habitants pour faire de la prévention avec des actions qui sont vraiment des actions d'éducation au goût et de connaissance de l'environnement proche. La plupart des gens ne savent pas dans la Vénois qu'en fait ils ont tout pour bien se nourrir à pas loin de chez eux en fait. Donc vraiment, il y a aussi cette connaissance d'un territoire et cette connaissance de la simplicité à pouvoir faire les choses par cet intermédiaire. Bien évidemment, on est sur des actions qui sont intégrées au programme national pour l'alimentation, avec un soutien appuyé de la DRAF et du Haut Conseil de lutte contre la pauvreté, avec des expérimentations spécifiques sur notre territoire. Alors ça, c'est le projet de légumerie, puisqu'on a les ateliers du Val de Sambre, qui est un ESAT, qui ouvre à partir de janvier une légumerie. Donc ça, pour nous, c'est une petite révolution. C'est-à-dire que, pour l'instant, ce que les enfants mangent à la cantine est produit pas loin, part à Lille pour être transformé, repart sur Cambrai pour être mis en sachet, et revient dans l'assiette des gamins. Voilà. Donc nous, l'objectif, c'est de faire en sorte que ce circuit soit concentré sur notre territoire et qu'il soit aussi promoteur d'emploi. Voilà. Donc cette légumerie, elle a encore un plan d'action à consolider, mais elle va ouvrir et elle a un objectif de 600 tonnes de traitement de légumes par an. Voilà. Donc je le disais, la transition de la restauration collective, très important. Et très important parce qu'on parle à des maires de très petites communes. Donc ça veut dire qu'en termes de convives, ils ont 20-30 gamins qui connaissent depuis la naissance et ils connaissaient même souvent les parents qui venaient peut-être même manger à la même cantine. Donc de fait, nous, notre objectif, c'est de faire en sorte d'être en capacité de travailler et de profiter de ce petit nombre de convives pour avancer vraiment sur des projets qui sont spécifiques à chaque école, en lien avec les parents. Voilà. On n'a pas des classes des cantines de 200, 300, 400, 500 gamins. À chaque fois, c'est vraiment, donc c'est le travail aussi qu'on peut faire, c'est de la dentelle en fait, mais voilà, ramener les parents à avoir cette alimentation plus qualitative sur le territoire. Donc ça, c'est le projet Mieux manger pour tous. Et puis, donc, bien évidemment, la précarité alimentaire, qui est le sujet numéro 1. Malheureusement, des exemples, on en a trop sur le mal manger, sur l'incapacité à manger, sur le fait de ne pas pouvoir s'approvisionner aussi, parce qu'il y a des vraies questions de mobilité.
et que quand on est dans un petit village, qu'on n'a pas de moyens de locomotion, comment on fait ses courses? Voilà, ça c'est la question aussi. Donc travailler aussi lutter contre cette précarité alimentaire en travaillant sur la mobilité également. Je passe. Alors, la sécurité sociale alimentaire. Alors, on m'a dit surtout, tu dis pas sécurité sociale alimentaire. Ça se fait pas, il faut dire caisse commune de l'alimentation. Alors je dis, oups, je me suis trompée. C'est la caisse commune de l'alimentation. Ce projet, on l'invente pas. Il est déjà en cours dans plusieurs villes en France, avec des réussites, avec des interrogations, avec des choses à faire progresser. Mais pour nous, ça reste un objectif. Travailler vraiment sur un accès universel à une alimentation saine et durable. Voilà. Et le mot universel, il doit vraiment prendre tout son sens. C'est-à-dire que... alors, il y a plein de façons de le mettre en place, et les différentes villes en France, nous, on en est encore à l'étude, parce que pour l'instant, ce sont des grosses agglomérations qui l'ont mise en place. Très urbaines, avec des réseaux, avec des moyens de mobilité très organisés. Nous, on est en milieu rural. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des petites camionnettes, ça veut dire imaginer une autre forme qui n'existe pas encore dans ces grandes agglomérations. Mais pour autant, encore une fois, travailler la solidarité du territoire. Quand je suis arrivée dans la Vénois, je me suis dit, voilà, moi je suis la Lilloise qui arrive, qui sait tout, machin. Enfin, je me suis dit, ça va être terrible. Et en fait, j'ai découvert un territoire d'une humanité, d'une solidarité et d'une ouverture que j'ai rarement vue. Donc, que j'avais eu aussi dans le Pas-de-Calais, par exemple, en bossant à Liévin. Mais c'est pour ça que sur ce territoire, il y a plein de choses en termes d'expérimentation qui sont faites, qui fonctionnent pas, mais ça garde quand même une certaine flexibilité dans les expérimentations. Mais en sachant qu'il y a urgence derrière, quoi qu'il arrive. Donc cette sécurité sociale alimentaire, elle est importante. On va tenter le coup. On vous tiendra au courant des avancées sur le sujet. Est-ce que ça va prendre? On verra. En tout cas, on va inventer une nouvelle forme par rapport à ça, vraiment. Donc l'essence du goût, effectivement, j'en ai parlé. Et puis le dernier point, c'est le gaspillage alimentaire. C'est important aussi. Je dirais que pour l'instant, on le garde à l'agglo, on gère une partie des déchets. Hein. Pas tout, mais on en gère une partie. On a tout un plan à sortir sur les biodéchets. Mais voilà, on garde ça en ligne de mire, notamment pour la restauration collective. Mais on va d'abord s'attaquer à bien faire manger tout le monde et faire en sorte que les habitants du territoire, même sans beaucoup de moyens, puissent avoir accès à une alimentation qui est pour nous la base d'un bien-être durable. Voilà. Merci Nathalie. Merci beaucoup Nathalie. Alors je rappelle que ceux qui veulent intervenir, soit à distance, soit dans la salle, on prendra un temps d'échange bien évidemment après. Et on le fera sous le regard d'ailleurs de Thierry qui nous dira un peu ses impressions par rapport aux différentes interventions. Alors on va enchaîner tout de suite avec... on passe du territoire de Sambre-Avesnois au territoire du littoral avec Grande-Synthe. Donc j'appelle Julien et Pauline qui vont nous parler là encore d'un travail... pas d'expérimentation, parce que Grande-Synthe est un territoire pionnier depuis longtemps. C'est un territoire d'invention et de réinvention. Et donc, vous voilà au milieu d'une belle aventure. On va retrouver l'alimentaire aussi, la justice sociale aussi, mais dans un contexte piloté ou organisé par une ville cette fois-ci. Tout à fait. Donc, on va vous présenter les actions qu'on mène actuellement en termes d'autonomie de justice alimentaire. Au préalable et de façon liminaire, peut-être quelques éléments de contexte, notamment sur la façon dont sont pensées les politiques publiques à Grande-Synthe, dans quelle histoire elles s'inscrivent. Donc sur les éléments de contexte, bon, un peu géographique aussi, Grande-Synthe c'est une ville de front en fait, sur des enjeux écologiques, sociaux,
et environnementaux. Sur les enjeux sociaux, bon, notamment à Grande-Synthe, on a un taux de pauvreté qui dépasse les 30%, on a un taux de chômage qui dépasse aussi les 30%, on a 60% du territoire de la ville qui est en QPV. C'est un chiffre qui a baissé avec toutes les politiques de développement social des quartiers, réaménagement des différents quartiers de la ville. C'est une histoire longue aussi à Grande-Synthe qui est basée sur l'avènement en fait de l'industrie de l'acier notamment, et l'arrivée d'une usine emblématique sur la ville qui s'appelle Usinor, maintenant ArcelorMittal. Et en parallèle à cette industrialisation du territoire, la mise en place de politiques publiques d'une municipalité axée sur le droit des travailleurs et de leurs enfants dans les quartiers, le développement social. Donc nous, toute notre action, elle s'inscrit aussi dans cet héritage-là en fait. Cet héritage qui est celui de l'histoire de cette ville, une histoire faite de volontarisme politique et de travail au quotidien avec les habitants pour le développement aussi communautaire, comme on dit maintenant, comme on disait aussi un peu aussi à l'époque. C'est une vieille histoire. Et donc nous, on s'inscrit complètement là-dedans sur les enjeux de politique alimentaire. Donc je vous parlais de développement social. En 2010, le maire de l'époque, Damien Carême, avait le projet avec son équipe municipale de créer une université populaire. Moi j'ai été recruté à l'époque, donc ça fait déjà 15 ans, pour remettre en place ce service. Donc un service d'éducation populaire municipale, avec l'idée de développer et de nourrir l'esprit critique, de remettre en place la fabrique de l'engagement, la fabrique du militantisme, et le militantisme aussi chez les agents municipaux. Donc avec s'inscrire aussi dans cette histoire en fait, de l'éducation populaire qui est basée sur le partage, l'entraide, cette idée d'autonomie. Donc quand on parle d'autonomie, c'est notamment cette idée d'autodétermination, de repartir des savoir-faire des gens, de partir d'une immersion aussi au contact de la population. On parle beaucoup maintenant d'aller vers, et donc de construire cette pratique par un diagnostic partagé avec les habitants, pour faire techno, et notamment aussi concrètement en réalisant des porte-à-porte, en allant chercher des gens, qui sont aussi en dehors des radars, et qui n'ont pas voix au chapitre souvent sur les politiques qui les concernent. S'inspirer aussi de la notion de commun, donc c'est aussi un concept qui est pas mal utilisé sur cette idée de partager des ressources et de définir ensemble collectivement comment on va utiliser ces ressources, comment on va les partager, comment on va les rendre durables, comment on va les transmettre, et ça peut être sur des espaces publics, ça peut être sur des activités, ça peut être sur une activité par exemple d'écrivain public pour aider la population, donc je parlais d'entraide et s'entraider. Donc sur la politique alimentaire, un des actes fondateurs, peut-être le premier acte, c'est la décision de faire passer les cantines de la ville en 2012, alors en septembre 2012, au 100% bio. Donc je vous parlais de volontarisme politique, ça a été annoncé comme une politique de santé publique. À partir du moment où l'état de la science montrait toutes les conséquences néfastes des pesticides, le maire de l'époque a annoncé le passage en bio en disant voilà, je veux que chaque enfant de la ville puisse avoir accès à au moins un repas bio par jour. L'histoire des 20% ou autre, c'est de l'hypocrisie. Si, avec ce qu'on sait, il faut qu'on puisse proposer ça. Donc les repas de la ville de Grande-Synthe, toujours à l'heure actuelle, l'entrée, le premier prix c'est 48 centimes, et le prix plus cher, on est à moins d'1,90 €. Deuxième acte fort, c'était le projet des fermes urbaines multiservices. Donc on a eu l'opportunité à la ville d'avoir des horticulteurs qui partaient à la retraite et qui sont venus voir la ville en disant voilà, on a une quinzaine d'hectares. Enfin, ça s'est fait en 2 fois, 2 horticulteurs. Nous, on aimerait bien que ces terres soient pérennisées comme terres agricoles et puis que la ville puisse les racheter. Donc il y a eu une première mobilisation de la ville sur l'inscription au PLUI de ces terres
en terre agricole. Et après, ce qui a été lancé, c'est un processus en fait d'appel à candidature pour l'installation de maraîchers. Donc je vous le fais rapidement. Il y a eu 2 phases d'installation. On est à 13 hectares et demi. Il y a 5 maraîchers et maraîchères qui sont installés sur ces terres pour produire en bio. Le cadrage de ces installations, c'est des baux ruraux environnementaux, donc des baux ruraux avec des clauses environnementales qui nous permettent notamment, et qui ont permis à l'époque, de moduler les prix sur la location. Donc on est à moins de 10% du prix du marché en fait, sur la location des terres à l'hectare. Avec l'ambition aussi donc, de fournir les cantines en bio, une ambition qui est difficile à réaliser, avec les règles des marchés publics, avec tout un lot de contraintes qui existent dans l'administration et qui aussi qu'on découvre aussi, mais qui nécessite une organisation des maraîchers, une organisation logistique, une organisation administrative, et qui n'est pas évidente à construire quand les gens ont la tête dans le guidon et qui doivent produire. Je prends le relais sur un autre projet, du coup, qui est plus récent, du coup, la Maison de l'alimentation durable et de l'écologie populaire, donc qui s'appelle MADE, M-A-D-E, qui est, du coup, la ville a acheté une ancienne ferme dans la ville, et pour y faire ce projet, mais en attendant les travaux, donc on teste les fonctions de ce futur tiers-lieu dans un local municipal qui est situé sur une petite place piétonne dans le quartier du Courguin, à Grande-Synthe. Et donc parmi les fonctions qui peuvent y être testées, en fait, on essaie d'hybrider des fonctions, des activités citoyennes et économiques. Donc dans ce lieu, il y a notamment une grande cuisine qui est aménagée aux normes professionnelles et qui peut être mise à disposition d'associations gratuitement, ou aussi on peut y faire, nous, des ateliers pour essayer de partager justement ces savoirs, les savoirs des habitants, habitantes, et des savoirs aussi populaires. Et cette cuisine, elle peut maintenant être mise en location aussi pour pouvoir encourager les activités économiques du territoire et notamment les activités traiteurs. Voilà, c'est un grand espace. Pour le moment, le local municipal l'a fait 110 mètres carrés, mais à terme, ce sera vraiment un grand espace avec plusieurs bâtiments et où chaque fonction pourra aussi avoir son propre espace, mais aussi mutualiser, bien sûr, certains lieux. Voilà, on a dans ce lieu-là, par exemple, aussi une épicerie qui est en test. Ça va faire 2 ans maintenant qu'elle fonctionne. C'est une épicerie citoyenne sous forme de groupement d'achat. On a aussi un Ripper Café qui a lieu 1 fois par mois dans le lieu. On a d'autres activités citoyennes ou des ateliers autour de l'écologie du quotidien pour s'entraider. Reprendre. Je vais intervenir, je sais pas. Et donc c'est un autre projet. En fait, on a pris 3 exemples en fait de cette thématique autonomie et démocratie alimentaire. Donc le dernier était plutôt pour parler aussi d'un projet aussi assez fondateur sur ce plan-là, qui sont les jardins populaires. Ce sont des jardins du coup en pied d'immeuble où c'est issu aussi donc c'est un fruit du coup de l'université populaire, de pouvoir aussi voir avec les personnes elles-mêmes qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, quels projets on peut réaliser au plus près de chez elles et qui peuvent servir directement aux personnes. Par exemple, là, du coup, les jardins populaires, c'était de la mobilisation en porte-à-porte pour dire voilà, il y a ce terrain qui a été repéré, il a été testé, le terrain est fiable et bon au niveau de la qualité. Qu'est-ce qu'on peut y faire et est-ce que vous avez envie d'y participer? Et donc le projet a été plutôt de choisir des parcelles individuelles, des petites parcelles qui sont mises à disposition gratuitement par la ville, par le service, et du coup accompagnées avec les collègues pour les espaces communs et aussi pour la gestion administrative. Mais peut-être que tu veux en ajouter un mot. Non. Ces jardins sont en quartier politique de la ville. Donc à chaque fois, donc maintenant il y en a 7 qui sont en pied d'immeuble directement, vraiment à proximité. C'est des petites parcelles qui font entre 20 et 40 mètres carrés. Et sinon, vraiment sur la ville aussi, on a des jardins ouvriers, mais qui sont spatialement un peu plus loin.
mais qui sont complémentaires du coup, qui permettent par exemple aux personnes de pouvoir tester une première activité et après de prendre un jardin plus grand, un jardin ouvrier qui est là associatif. Merci. Très bien. Merci Julien, merci Pauline. Donc on voit là effectivement tout l'héritage. On pourrait parler de la Bellumi et de la manière dont on transforme les apports pour les publics les moins favorisés dans cette relation à la nature jusqu'à la proximité des logements. Je vous remercie, on reviendra tout à l'heure avec vous sur tout ça. Je propose de passer à un autre environnement. Alors, on va venir dans la métropole. On te fera réagir peut-être après, ou à deux. Allez, Anne-Sophie, tu nous rejoins. Donc, on est à Roubaix. On rentre dans la métropole cette fois-ci, dans une ville ancienne en pleine reconversion de l'industrie et de reconquête de ses sols. C'est ce qui nous permettra de donner la parole tout à l'heure à notre collègue de la MEL qui s'occupe plus particulièrement de ce dialogue sur ce sujet. Anne-Sophie, je te donne la parole pour une quinzaine de minutes. Je te remercie. Oui, moi je vous emmène à Roubaix, donc que vous connaissez sûrement très bien. Je vais quand même reposer le contexte. Roubaix, il faut se rappeler que c'était le fleuron de l'industrie textile, il y a plus de 100 ans, que c'est le berceau de très belles fortunes françaises, qui a un patrimoine architectural quand même assez incroyable. Et quand on arrive dans les années 2000, c'est devenu la ville la plus pauvre de France. Pour vous donner, continuer dans les beaux chiffres, là on a 46% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc sur 103 000 habitants, ça fait un petit paquet de monde. Une vraie difficulté qui se cumule aussi avec une ville qui possède 15 hectares de friche. Voilà. Donc on en a sous le pied. Et ce qui nous porte dans cette ville, je ne suis pas originaire de Roubaix, mais je suis tombée sous le charme. Et oui, incroyable. Au-delà, en fait, de son patrimoine architectural, il y a un dynamisme social qui est assez incroyable, avec des habitants très attachés à leur ville et très acteurs de leur ville. En fait, il y a un tissu associatif qui est extrêmement important. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut remonter en 2008. Moi, on va zoomer, je ne vais pas vous parler de Roubaix dans son entièreté. On va zoomer sur un petit quartier qui est un peu oublié, qui à l'époque n'a même pas vraiment d'existence. C'est le quartier du Trichon. Le Trichon, c'est une petite rivière qui passe, en fait, qui est enfouie sous le terrain. Là, elle passe, là, elle va un petit peu plus loin. C'est coincé entre les Peuls et le centre. Il ne se passe pas grand-chose. Il y a ce grand terrain qui est ici, mais à l'époque, c'est plutôt ça. Voilà, ça c'est une photo satellite de 2016. Donc voilà, un terrain de 9000 m² qui, comme il ne trouve pas de destination, il est squatté par des Roms, parce que ce qui n'est inutilisé, il y a des populations qui s'en emparent. Et voilà, et il n'y a pas de vie, en fait. Il y a un projet urbaniste là, qui est sur les anciennes courées des Portugais, qui est reconstruit avec des beaux immeubles. Il y avait l'université de langues étrangères appliquées, là, dans le grand bâtiment, qui déménage en 2017. Le bâtiment est abandonné et il n'y a pas de projet non plus dessus. Donc forcément, le bâtiment est dépouillé de tout ce qu'il a à l'intérieur et ça devient vraiment une friche en très sale état. Et qu'est-ce qui se passe? En 2008, il y a des habitants roubaisiens, ils sont au nombre de 3, qui se disent, qui ont une sensibilité environnementale très forte et qui se disent, faut qu'on fasse quelque chose. L'écologie, elle, ça se boboise. Nous, on veut montrer qu'on peut faire de l'écologie en quartier prioritaire de la ville, d'une part. Et on veut aussi faire de l'écologie un levier pour transformer un quartier. D'accord? Alors, ça démarre, en fait, sur un enjeu. Donc, ils rêvent, c'est important aussi de se dire où on veut aller et comment on rêve le monde d'après, comment on réinvente la ville qui pourrait résister à nos crises environnementales et sociales. Et ça démarre en fait tout simplement sur une petite parcelle de 120 m² où on construit un bâtiment bois-paille système double flux.
Et ça fait 300 mètres carrés qu'on finance avec un restaurant, de la salle de réunion, et qui offre des temps non marchands pour toutes les initiatives du quartier. Donc on va retrouver ce qui marche bien dans les quartiers, du Repair Café, des ateliers d'écriture, des cafés citoyens, des conférences. Il y a eu un Fab Lab à une époque. En ce moment, on a pas mal de cours de français. Il y a des goûters sculpture. Voilà, il y a l'embarras du choix. C'est vraiment, chacun peut s'emparer du lieu pour créer de l'activité, du lien social. Et imaginez. Et le fait d'avoir réussi ça, parce que c'était une prouesse en 2010 de construire ce type de bâtiment en plein cœur de quartier populaire, et ben ça a permis aussi le fait d'avoir un lieu à nous, qui a un gros engagement politique avec un grand P, au sens noble du terme, porté par des citoyens. Ça a pu accueillir d'autres projets, en fait, d'autres citoyens en fait, qui avaient envie de faire d'autres choses et qui avaient un ancrage. Et c'est de là, puisqu'en plus du bâtiment, on avait vu sur cette friche, voilà, vraiment en face, pour vous remettre. Donc on a, vous voyez, le bâtiment, il est tout au bout, là, dans l'ancienne dent creuse. Et donc on avait une vue absolument magnifique sur cette friche. Et on s'est dit, on est allé voir la ville en leur disant, mais si vous n'avez pas de projet, en attendant, donnez-nous l'occupation transitoire, on va en faire quelque chose, on va en faire un bout de nature. Et c'est comme ça qu'en 2015, on a démarré juste sur la parcelle qui appartient à la ville. Donc tout en haut, vous voyez une sorte un peu plus propre que la grande friche. Donc c'est des anciens parkings où là, juste des habitants qui sont venus et qui ont commencé à faire des jardins partagés. Et en parallèle, se sont mis autour de la table, et c'est ça qui est passionnant, la ville de Roubaix, la métropole européenne de Lille, d'autres institutions comme bailleurs sociaux et les acteurs de l'économie sociale et solidaire du quartier. Et on s'est mis autour de la table en se disant, bon, qu'est-ce qu'on fait du reste? On a réussi sur 120 mètres carrés. Qu'est-ce qu'on porte comme projet? Il n'y a rien qui se passe sur ce terrain. Et il n'y aura rien qui se passera parce que, je ne sais pas si vous voyez, il y a un mur là. C'est le mur de l'ancienne usine Nollet qui est protégé par les Bâtiments de France parce qu'il a une construction un peu spéciale. Et comme il est aveugle, forcément, on ne peut pas construire de bâtiments. Donc on se dit comment on saisit l'opportunité. Et c'est là que la conjonction de réflexion de différents cerveaux qui viennent de différents univers a pu, et parce qu'on a eu aussi un super bon relais au sein de la MEL quand même, on a pu mettre en place un programme, un marché de recherche et développement sur 3 ans avec l'ambition de reconstituer la vie des sols et que de cette friche, on arrive, je pense qu'il y a une photo un peu plus loin, hop, alors c'est pas une photo, c'est un dessin, mais on arrive à vraiment délimiter une parcelle de 6000 m² où on pourrait produire des fruits et légumes pour le quartier. D'accord ? Comment on a fait pour ça ? Il y a eu différentes étapes. Alors déjà, il y a bien sûr une analyse des sols pour savoir s'il n'y avait pas de pollution. Là où il y avait les plus gros, de manière très localisée, là où il y avait les squats de Rome qui faisaient fondre du plastique pour récupérer la ferraille, c'est leur économie, il y avait des grosses poches de pollution. Donc ça a été excavé pour partir à un nettoyage. Mais sur le reste du terrain, les analyses étaient bonnes. Les seuils de pollution étaient bien en dessous de ce qui est autorisé. Donc, l'enjeu, c'était surtout de recréer la vie des sols qui était complètement morte, puisque pendant 200 ans, il y avait eu une usine qui avait complètement écrasé toute la vie. On se fait accompagner par 3 universités qui continuent à suivre les différentes formes de pollution et puis l'intensité de la vie qui revient dans les sols. Et on utilise différentes formes de compost sur différentes zones pour voir un peu comment la vie du sol se recrée et comment aussi évolue la pollution. Ça a été un gros travail de 3 ans. Et on a été très heureux d'avoir les premiers tests, c'était fin 2024, de vers de terre production qui confirmaient que la vie du sol était extrêmement bien revenue, d'une part, et de la labellisation agriculture biologique par EcoCert en novembre 2024. Ce qui nous a permis de passer de cette étape de reconstitution de la vie du sol à je vais trop vite. À une ferme maraîchère où on a fait notre première saison de maraîchage
Là, on vient de la terminer en octobre. Il reste quelques courges, si vous voulez en acheter. Elles sont délicieuses. Mais on vient de terminer notre première saison. Et l'enjeu est, on a 2 serres aujourd'hui, de réimplanter encore 2 autres serres pour intensifier la production maraîchère. Alors, c'est pas juste, je vais donner la parole à Jamila, parce que cette expérience, en fait, de recréer la nature en ville, de redonner l'opportunité de produire de l'alimentation, en fait, ça... c'est pas juste faire de la production maraîchère, en fait. C'est pas juste une ferme urbaine. En fait, quand on commence à mettre le pied là-dedans, il y a énormément de valeurs qui se créent. Alors, du lien social, parce que forcément, avec les jardins partagés, on a mis en place énormément d'ateliers pédagogiques pour accompagner les pratiques au bien manger, avec une pédagogie qui s'appelle les cuisines nourricières, qui réinvente en fait la manière de cuisiner et de s'alimenter. On fait énormément d'activités pour juste que les gens ressortent et retissent du lien. Donc on a un terrain de pétanque, on a une terrasse, on a une piscine de paille de temps en temps, on a un poulailler, des choses comme ça. Et c'est comment on redynamise donc la vie sociale, mais c'est aussi, au-delà de produire, c'est comment on redonne les fonctions du sol, les fonctions de la nature, qui permettent de rendre la ville habitable. C'est avoir un sol vivant, au-delà de pouvoir nous nourrir, c'est un sol qui filtre l'eau, c'est un sol qui stocke du carbone, c'est un sol qui fait îlot de fraîcheur en plein été, parce qu'en quartier populaire, on souffre encore plus que les autres des canicules. Voilà, donc il y a énormément de choses qui se passent. Il y a une super étude de la MEL qui disait que si on avait un espace vert à moins de 10 minutes de chez soi, c'est ça, il y aurait 400 morts en moins sur la MEL. Donc il y a un vrai enjeu d'avoir la nature sur la ville. Et donc, pour ne pas s'en tenir à ça, grâce à Jamila, voilà, qui va venir vous l'expliquer, vas-y, Jamila. on a d'autres projets qui sont portés pour montrer que c'est autre chose que juste produire de l'alimentation. Voilà. Jamila Bertram. Donc, qui est coordinatrice quartier fertile pour la MEL. Donc Anne-Sophie a parlé de sol et a parlé effectivement de la chance d'avoir eu ce dialogue avec la métropole. Donne-nous les clés de lecture que tu as de ton rôle et puis du regard que tu peux porter sur ce projet et son évolution. En fait, pour vous donner effectivement les clés de lecture depuis la métropole, la friche qui est en face du bâtiment, c'est la propriété de la MEL. C'était un programme de logement qui était prévu et on n'a pas trouvé d'investisseurs et donc on s'est retrouvé avec ce foncier sans usage. Et effectivement, à l'époque, j'avais rencontré Pierre Wolf et puis on a ce collectif issu de la société civile, les termes techniques, qui propose un projet alternatif. Donc c'est vrai que le premier pas, ça a été de signer la charte de gouvernance. Donc c'est un travail interne qui a été fait pour mobiliser les élus dessus. Et surtout, à l'époque, il me restait un peu de budget par rapport au projet initial. Et donc on a posé la question donc au bureau d'études qui nous accompagnait sur... on avait un programme de logement, maintenant c'est une ferme urbaine, comment est-ce qu'on fait ça? Et à l'époque, les experts analysent les sols et nous disent il y a une pollution à la dioxine, on ne sait pas gérer. Donc moi, dans ma carrière, c'est la première fois que j'ai des experts, des bureaux d'études qui nous disent on ne sait pas faire. Et donc c'est comme ça qu'est né le programme de recherche. Un programme de 3 ans avec l'Université Côte d'Opale, avec Junia, avec l'Université de Lille et puis un bureau d'études EACM. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a eu ce travail de la restauration des fonctions du sol, redonner la vie du sol, mais il y avait aussi, on en a profité pour voir si en fait il y a une hypothèse qui continue d'être partagée avec Junia et avec d'autres laboratoires. C'est une hypothèse qui dit qu'un sol qui est plus résilient, qui est plus fort, avec de l'amendement, avec un accompagnement, peut contribuer à réduire la disponibilité des polluants. Donc ce qui est intéressant avec ce projet et avec ce programme de recherche, c'est qu'à la fois on crée les conditions pour que la ferme urbaine s'installe et en même temps on a travaillé pour faire avancer la recherche sur la restauration des fonctions du sol et sur cette ressource du sol qui est importante. Si on dézoome, si on poursuit, on est arrivé à la fin du programme de recherche sur les sols il y a 2 ans. Et à l'époque, l'idée était de dire, 3 ans de recherche pour reconstituer les sols.
et ensuite l'installation de la ferme urbaine. Nouvelle difficulté, donc là c'était pas une difficulté technique inhérente au sol, une difficulté scientifique, c'était une difficulté économique, puisque la position du vice-président de la métropole a été de dire oui, mais donc on est dans un foncier en milieu urbain, il y a besoin de terrain pour construire, on a une activité qui n'est pas équilibrée économiquement. C'est pas si évident. En plus, au niveau du PLU, on est encore sur un terrain constructible, on est encore sur cette tension, cette compétition sur l'usage des sols. Et donc, c'est pas si évident de poursuivre, malgré l'investissement sur le programme de recherche sur 3 ans, qui était quand même un contrat de plus d'1 million d'euros. Et du coup, moi à l'époque, je posais la question au vice-président, oui, mais là, on a des opérateurs qui veulent investir. Comment on appréhende le sujet, et donc on a poursuivi par la thématique de la recherche. Et effectivement, c'est ça qui a donné naissance au projet, c'est écrit en anglais parce qu'on a des financements européens, donc REVOLS pour Reveal and Valorize Life of Soil, révéler, valoriser la vie des sols. Et en fait, avec ce projet, pendant 1 an, on a utilisé ce qu'on appelle les outils de la comptabilité écologique, parce que le message était de dire, si on regarde la création de valeur financière, ben oui, on n'a pas l'équilibre. Mais par contre, si on regarde la création de valeur environnementale, on a quand même investi 1,2 million sur la restauration des fonctions du sol, on a fait avancer la recherche, c'est un travail aussi qui a été partagé avec les habitants et puis qui fait l'objet d'articles, etc. On crée de la valeur scientifique, on crée de la valeur environnementale en refonctionnalisant les sols, et puis on crée de la valeur aussi sociale, parce qu'on crée du lien, parce que bon, c'est toutes les activités que la ferme urbaine du Trichon réalise. Et en fait, ce qui est intéressant, donc c'est la méthode CARE pour comptabilité, le Accounting in Respect of Ecology. En fait, moi j'ai découvert totalement le concept, parce que je m'attendais en termes de résultats à ce qu'on nous dise, ben voilà, quand vous réparez les sols, c'est tant de valeur en euros, parce que c'est ça le message de la comptabilité écologique, c'est que on vient avec des solutions systémiques, environnementales, sociales, mais on nous répond sur des arguments business modèle économique, euro. Donc là, l'idée, c'était de voir, moi j'imaginais naïvement qu'on allait traduire en euros toute cette valeur qui avait besoin d'être révélée. Et en fait, la comptabilité écologique, ce qu'elle a mis en exergue, c'est finalement d'expliquer pourquoi ce modèle économique est déséquilibré. Il est déséquilibré parce qu'il porte à sa charge des choses qu'il ne doit pas porter. Il porte la dette environnementale. Restaurer, déjà il y avait la dépollution, et ensuite il y a effectivement le travail de la terre pour le ramener à une terre vivante, ben, quelque part c'est rembourser une dette écologique. Et de la même façon, quand il y a des tarifications solidaires qui sont proposées pour que les habitants puissent accéder aux ressources, c'est aussi une dette sociale. Et en fait, le travail du business model a été de distinguer ce qui relève de la dette héritée et qui ne relève pas de l'activité, de la dette interne. Et donc, ça permet d'assainir le modèle économique. Pourquoi est-ce que ça intéresse la métropole ? Parce que la métropole est propriétaire du terrain. Donc là, il y a la dimension financière, mais il y a aussi la dimension ressources. Et en fait, c'est un moment de se prendre un peu de recul et de se dire, quelque part, est-ce qu'on ne reviendrait pas à une sorte de troc intelligent, puisque nous, en étant propriétaire des terrains, on est propriétaire de cette ressource, d'une valeur. De la même façon, l'activité crée de la valeur. Et là, donc, la prochaine étape du projet, puisqu'aujourd'hui, on a les livrables, on a tous les chiffres. Et la prochaine étape, c'est de prolonger cette mise à disposition des terrains propriété de la métropole, non pas à titre gratuit, mais en contrepartie de cette création de valeur environnementale et sociale. Et ce qui est intéressant avec la méthode CARE, c'est qu'on sait de quoi on parle et de combien on parle. Donc voilà pour le projet. Merci Jamila. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Alors réfléchissez bien à vos questions, peut-être pour vous permettre d'y réfléchir. Réaction, Thierry. Tu vas prendre un micro si tu veux bien, parce que tu vois bien qu'on a parlé de différents environnements, d'environnements déshérités ou pauvres, entre guillemets, qui ont leurs difficultés. Et puis, on a parlé de valeurs.
et de sol. Je sais que c'est des notions que tu aimes bien réarticuler. Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue sur les différents témoignages? Oui, par rapport à ta question, c'est de me dire les sols d'une ville, comme on vient de l'évoquer, sont réellement très pollués. Il faut les dépolluer, il faut avoir des usages de comptage, vous l'avez dit, qui sont pas les usages classiques. Mais en fait, moi j'ai envie de dire, tous les sols sont pollués. Ce qui est grave, c'est que si vous voulez, moi ce que j'entends, c'est que dans une ville comme Roubaix, le Trichon, d'ailleurs je prenais mon bus pendant toute ma jeunesse au Trichon, parce que j'habitais Roubaix, et je veux dire, ces sols-là, ils sont particulièrement pollués. Et si vous prenez ou inerte, ce que j'ai compris. Ou inerte. Ils ont perdu la vie. Mais c'est très intéressant parce que c'est quand même, on parle aussi d'agriculture, et au niveau de l'agriculture, moi ce que je m'aperçois, c'est que les sols sont également inertes, et de plus en plus. Donc on parle de tas de beaux projets là autour de là où on est, et c'est hyper positif. Moi quand j'entends ça, je me dis, le jour où il y aura suffisamment de monde pour penser comme on pense autour de la table, les choses vont réellement bouger. Mais si vous regardez aujourd'hui les terres agricoles, moi j'en ai vu très longtemps et j'en ai revu après, j'ai fait la différence entre le bio et le conventionnel. Une terre qui aujourd'hui est produite en conventionnel, c'est une terre morte. Pourquoi on arrive à produire sur une terre intensifiée un maximum en agriculture conventionnelle? Tout simplement parce qu'on considère que le sol n'existe pas. C'est-à-dire qu'on fait du hors-sol. Bon, le meilleur exemple, c'est l'endive, c'est un truc bien de chez nous. Mais si vous voulez, ce qui est très important, c'est que en agriculture biologique, que ce soit dans les villes, les terres qu'on récupère dans les villes, la ville d'Audas qui a une vraie volonté de la MEL, de la mairie, etc., de récupérer tout ce qui peut être récupéré au niveau des terres pour les transformer en agriculture biologique. Il y a beaucoup de projets aussi autour de la ferme du Sens. Il y a notamment une ferme de 150 hectares, ils sont en train de passer 20% en bio. Donc je pense qu'il y a une réelle volonté. Il y a des difficultés pour la production bio aujourd'hui. Il y a les consommateurs, ils sont là, mais les producteurs, ils se découragent. Donc je pense qu'actuellement, c'est en train de repartir dans le bon sens, mais une terre agricole cultivée en bio, vous faites un profil de sol, vous la respirez, ça sent extrêmement bon, d'accord? Vous faites la même chose dans une coupe de sol conventionnelle. Dixit Claude Bourguignon, que j'ai fait intervenir pas mal de fois à la ferme du Sens, qui est un type absolument remarquable, qui étudie depuis la nuit des temps comment les sols se comportent selon la façon dont ils sont cultivés. Donc je termine ma phrase. Et donc si vous prenez une coupe de sol d'une agriculture conventionnelle, ça pue. Ça pue. C'est-à-dire que c'est pas du tout... Si vous voulez, d'un côté, vous avez de la matière organique, vous sentez quelque chose d'extrêmement bon, de l'autre côté, vous sentez de la pourriture. Alors par rapport à cette question olfactive directement, les uns et les autres ont parlé de la santé, qui est quelque part apparue comme un moteur, une urgence par rapport à des populations qui en ont besoin. Le cas de l'Avesnois a été spectaculaire par rapport à la question de la mortalité, y compris à Grande-Synthe. Vous avez évoqué tous ces sujets-là. Est-ce que tu penses que c'est un moteur qui peut toucher les décideurs ? Parce qu'en fait, on va arriver là à des élections municipales, les cartes vont être rebattues, il va falloir qu'on redonne de l'envie et du courage à ceux qui ne connaissent pas tous ces sujets-là, ceux qui les connaissent et qui s'en sont emparés n'ont pas besoin de nous, mais il faut, on l'a compris, que l'écosystème se mette en place et que les gens se parlent pour conduire avec une volonté forte. On peut reprendre la loi du plomb, tout le monde a entendu parler de cette loi. Moi, j'ai reçu la députée de Croix, qui est venue à la ferme du Sens, pour qu'on discute de cette loi du plomb. En fait, en discutant avec elle, je m'apercevais qu'elle avait qu'une envie, c'était de voter contre. Je ne sais pas ce qu'elle a voté. Mais en tout cas, elle allait complètement dans le sens d'une agriculture propre, éco-responsable, pour avoir des produits sains, d'accord ? Pas des produits, comme on entend tout à l'heure, on parlait d'agriculture raisonnée ou l'agriculture HVE. Vous savez, on voit maintenant de plus en plus HVE, etc. Ça, c'est une foutaise complète. Haute valeur environnementale. Donc ça, c'est des labels qui ont été inventés pour passer outre les labels officiels, reconnus, etc. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau de la santé, il y a d'abord les agriculteurs. Les agriculteurs sont malades. Il faut quand même le savoir. C'est les premiers touchés
par des maladies comme Parkinson en premier lieu ou des maladies comme la sclérose en plaques. En plus, il y a des moments où ils s'intoxiquent immédiatement, rien qu'en remplissant un tonneau. Hein. Et donc, en fait, il y a la santé de l'agriculteur, la santé Du voisinage. Du voisinage, bien sûr. Hein, sachant que moi, par exemple, j'ai un champ à côté de chez moi qui était une prairie permanente depuis la nuit des temps. Le type est venu, il a labouré, c'est terminé. Donc, ça y est, j'ai des pesticides à 5 mètres de chez moi. Donc le type balance des pesticides. Alors je passe à chaque fois au-dessus de la haie pour essayer de lui expliquer qu'il fait de bêtises. Mais bon, il ne comprend pas. Et d'ailleurs, malheureusement, il y en a qui ne comprennent pas et il y en a qui ne peuvent pas faire autrement. Mais il y a plein de choses, il y a des centaines de trucs à dire. Aujourd'hui, un agriculteur, ce qui est difficile pour un agriculteur pour passer en bio, c'est que s'il s'est mis dans un système de conventionnel, il ne peut pas passer au bio. Il a trop investi. Et donc, il faut qu'il continue à produire beaucoup pour pouvoir payer son matériel, etc. etc. C'est une autre dette, mais elle est économique, celle-là. Je vous propose d'en rester là. Peut-être, je me suis tourné vers Delphine pour savoir s'il y avait des gens qui, à distance, voulaient intervenir, mais visiblement, il n'y a pas de demande de ce côté-là. Est-ce que dans la salle, vous avez envie de réagir ou de poser des questions à ceux qui ont eu la gentillesse et la force de conviction de venir témoigner ? Y a-t-il des remarques, des interpellations ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent ? Est-ce que le fait d'assembler ces témoignages nous donne une perspective d'une société et de ses évolutions ? Est-ce qu'il y a des signes positifs ? Est-ce qu'il y a encore des freins ? Est-ce qu'on peut décoder ça entre nous ? Quelqu'un voudrait réagir ? Moi, je trouve que c'est vraiment... Pardon, je vous en prie, merci monsieur. Vraiment merci à chacun de vous. Vous nous remontez le moral et surtout vous démontrez, et vous êtes des agents de ça, vous démontrez que c'est possible, qu'à l'intérieur d'une ville, à l'intérieur d'une friche, alors dans un espace rural qui était déjà très engagé dans l'agriculture évidemment de toutes sortes, on peut changer et on peut y arriver. Et ça, je crois que ça vaut tout l'or du monde, quoi. Parce que ce que vous démontrez, ça redonne aux gens du courage et de la conviction. On a envie de se retrousser les manches partout. Il faut qu'on répète ça, il faut que ça passe à la télé, il faut que ce soit très connu. Vous êtes qui, madame ? Maryse de Gadet. Visiblement une femme engagée. Ok, d'autres remarques, madame ? Alors, il faut 3 ans pour qu'une terre puisse être utilisée en agriculture bio et qu'à un moment donné, il y avait eu un élan effectivement pour que ce type d'agriculture se développe, mais qu'après il y avait eu un frein parce que la grande au niveau de la vente, la grande distribution faisant marche arrière, maintenant il y aurait à nouveau des tentatives par la grande distribution d'accueillir des produits bio, et actuellement il y aurait dans les cantines, si j'ai bien compris, il n'y aurait que 6% de bio et l'objectif serait de passer à 10%. Et en fait, moi, il y a un projet qui m'intéresse beaucoup, ça serait effectivement sur l'île de pouvoir mettre en place la solidarité alimentaire telle qu'elle a été présentée. Voilà, à Grande-Synthe. Je pense que ce qui se passe à Grande-Synthe est certainement très intéressant sur beaucoup de plans. merci madame. Alors, quelqu'un veut-il répondre sur cette question peut-être qui est restauration, il y a plusieurs sujets. Restauration collective, l'enjeu que ça représente, ça a été dit, mais comment vous avez pu réussir à mettre en place ça ? Il y a la volonté politique, c'était très bien dit à Grande-Synthe. Il y a le lien avec la proximité de la production bio, mais il y a quand même des différences de coûts. Ah oui, alors la question des coûts, on a eu la chance, juste de façon entre parenthèses, on a organisé un séminaire sur ces questions-là au mois de mars dernier, et le séminaire reposait notamment sur le fait de partager l'étude qui s'appelle L'injuste coût de notre alimentation, qui a été faite par Caritas France, l'Association française des diabétiques, et qui de mémoire notamment recense l'argent public qui est dépensé en soutien au système agro-industriel et à l'agriculture conventionnelle, et la prise en charge aussi des coûts qui sont socialisés.
Parce que les coûts de ce système dit efficace économiquement, ils sont pris en charge par notre sécurité sociale, par les pouvoirs publics. Ça va des maladies qui sont liées à la consommation de ces produits, chez les agriculteurs ou chez les mangeurs et les mangeuses, les consommateurs. Et donc je crois que de mémoire, c'est à peu près 60 milliards par an. Donc en termes d'argent et sur les coûts qui sont invisibles, là on a des choses qui sont intéressantes. Sur la restauration collective, nous à Grande-Synthe, on a des difficultés avec le code des marchés publics. On est en recherche et on a eu la chance, alors on ne l'a pas cité, mais on a eu la chance de faire un programme, de participer à un programme qui s'appelle le programme TETRA, Territoire en transition agroécologique et alimentaire, qui était lancé par la Fondation Carasso et AgroParisTech. On a été sélectionné avec 9 territoires français, surtout des agglomérations, des EPCI, pour reprendre le terme, pour qu'ils rentrent bien, et 2 communes, la commune de Mans-Sartou, qui produit sa restauration en régie. C'est-à-dire qu'ils ont une ferme municipale qui fournit entièrement leur cantine, 1200 € par jour, je crois, et 85% des légumes viennent de cette ferme qui est sur 5 hectares, dans les Alpes-Maritimes. Voilà. Et on a eu la chance donc, de côtoyer d'autres territoires, donc, notamment sur la restauration collective. Nous, on s'interroge sur le fait de mettre en place une régie sur nos fermes urbaines pour avoir une partie de la production qui puisse nous permettre de passer sous les seuils de marché public. Donc une régie qui soit en coopération avec des maraîchers privés. Voilà. Et on a côtoyé, alors ça je vous invite à aller voir ce qu'ils font aussi, c'est Douaisis Aglo. Douaisis Aglo, depuis plus de 10 ans, ils soutiennent l'installation à l'agriculture biologique de façon... c'est monsieur, pour le citer, c'est le vice-président qui pilote les politiques, ça s'appelle monsieur Allais, c'est un maire rural. On le connaît bien. Voilà, et qui il a peut-être intervenu ici. Mais donc en fait, depuis 10 ans, il favorise l'installation des maraîchers en finançant l'installation, l'accès à la terre, en finançant l'achat du matériel, en finançant l'achat des denrées dans la restauration privée, donc avec des subventions qui sont versées à la restauration privée. Tout ça, c'est carrément borderline par rapport aux règles de la concurrence, ni vraiment faussées. Voilà. Et juste pour terminer, la dernière, il ne se résout pas, parce que les maraîchers bio ont des difficultés. Nous, à Grande-Synthe, on a 2 maraîchers qui ont fait faillite, malgré le soutien de la ville. Et donc, par exemple, à Douaisis Aglo, ils lancent, et je pense que c'est le cas aussi ailleurs, les paiements pour services environnementaux. Parce que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, en fait. Merci, Julien. Il y a une demande de parole. Alors, Douaisis Aglo, oui... Monsieur Allais, on le connaît bien. Effectivement, ils sont très précurseurs par rapport... Ils ont un PAT aussi de longue date, et donc ils font vivre effectivement dans les stratégies que Julien vient d'évoquer. Oui, alors merci beaucoup Alice Renaud. Je travaille à Douaisis Aglo. Je suis arrivée il y a quelques mois au service transition agricole et alimentaire. Donc Monsieur Allais s'excuse aujourd'hui, n'a pas pu être présent, mais en tout cas va suivre, je pense, les discussions avec attention. Alors en effet, sur notre territoire, on a la chance d'avoir un vice-président qui porte politiquement tous ces sujets-là, qui nous donne aussi un peu les moyens de travailler avec de l'ingénierie et puis des aides directes que vous avez citées vis-à-vis des agriculteurs, des restaurateurs. Voilà, l'encouragement de création de CUMAT, coopérative d'utilisation de matériel agricole. On soutient également la conversion en agriculture bio et la certification en agriculture bio. Et puis en effet, on est sur un projet de paiement de services environnementaux et de santé publique. Même si justement, moi ça faisait partie de mes questions, c'est-à-dire comment on articule concrètement les questions de santé et d'alimentation. Nous, on est sur cette réflexion-là avec également un projet de préfiguration d'ordonnance verte, dont on sait qu'il existe aussi sur d'autres territoires. Et alors, je voulais juste rebondir sur le côté restauration collective pour dire qu'un levier possible était le groupement de commandes. Nous, on a 17 communes, bientôt 18, qui se réunissent en groupement de commandes pour justement donner du poids à différents critères, notamment sur le bio, les produits locaux et les produits de qualité dans les cahiers des charges des marchés publics, et qui du coup incitent les prestataires de restauration collective à se positionner en fonction.
Donc moi j'avais une question sur la articulation alimentation-santé et aussi sur la mobilisation des citoyens, parce que nous finalement on en est là, on se rend compte qu'on a un travail très riche avec nos partenaires proches, c'est-à-dire avec souvent des réseaux sensibilisés à l'alimentation, etc. Mais on souhaiterait encore aller plus loin et aller chercher des publics qui ne sont pas forcément sensibilisés ou qui sortent un petit peu des réseaux classiques. Pardon. Vous pouvez préciser articulation santé-agriculture bio? Quelle est la question? C'est-à-dire... Alors, à qui on la pose? C'est une question collective. Enfin, est-ce que vous avez des exemples à partager ou des expériences positives à partager, en dehors, par exemple, du projet de paiement pour services environnementaux ou des ordonnances vertes, qui permettraient d'engager davantage la santé publique à travers l'alimentation? Nathalie, peut-être? Je peux répondre sur un bout par rapport à la partie lien entre santé publique et alimentation. Je le disais tout à l'heure, on a la particularité, nous, sur le territoire, d'avoir un pacte SAT. Donc il y a un pacte pour le développement du territoire. Et on a fait une quarantaine d'ateliers avec nombre de villes du territoire Sambre-Avesnois-Thiérache. Je précise qu'il y a bien la Thiérache dedans. Cette question, en fait, elle a été un peu transversale. Donc ça veut dire que les constats que j'ai donnés tout à l'heure, pour nous, ils sont faits sur le territoire depuis un moment. Donc ça veut dire qu'en fait, toute la politique santé et même notre contrat local de santé a des orientations très spécifiques là-dessus. Parce que ça a été prouvé, parce que c'est aussi un travail qu'on mène en lien avec l'hôpital de Maubeuge, avec les différentes associations de territoire, et avec un gros travail de médiation. Donc, alors certes, c'est effectivement au départ une liaison qui est faite par l'institution, puisqu'au niveau de l'agglomération de Maubeuge, on a des compétences étendues, puisqu'on gère effectivement la partie, à la différence d'autres agglomérations, on gère les piscines. Donc sur les piscines, on a un axe aussi autour de la diététique. On gère la culture, donc on a un regard aussi, par exemple, à plein niveau, à faire travailler les locaux pour les artistes qui viennent chez nous, obliger les artistes à venir en train. Alors ça les fait pas marrer, hein, mais bon, en attendant, ils viennent quand même en train parce que c'est comme ça. Donc voilà, donc c'est en fait, ça a pris, je pense, un mandat, mais ce sont des choses qui ont été à un moment imposées pour dire voilà, ces liaisons-là, elles doivent se faire sur le territoire et sans ça, on n'y arrivera pas. Donc voilà, c'est... Ce que tu nous évoques, c'est la question de sortir de politiques sectorisées pour regarder tous les rebonds qui peuvent exister d'une politique à l'autre. L'image de la piscine est intéressante, piscine, diététique, culture, santé, etc., etc. Je ne sais pas si ça répond à la question. En tout cas, dans la question, il y a un sujet qui est apparu omniprésent, c'est celui de l'éducation qui fait le lien avec la capacité à mobiliser les personnes. Voilà, donc je retiens cet élément-là. Alors, quelques interventions. Vas-y. Quelques interventions en ligne, effectivement, pour souligner l'intérêt de cette sécurité sociale alimentaire en milieu rural. Et puis aussi une personne qui est, je pense, membre de l'association Sentinelle de la Haute-Deule, qui évoque donc à l'homme le fait que dans les jardins, en fait, des habitants, les œufs des poulaillers sont impropres à la consommation, en lien en fait à une pollution aux dioxines et au furane. Donc voilà, cette remarque par rapport effectivement à l'agriculture en ville et malheureusement à des problématiques de consommation de ce qu'on élève ou de ce qu'on fait pousser. Et puis une question qui est adressée particulièrement à Jamila Bentrar. L'AMEL a-t-elle l'intention de mener des projets similaires à celui de la ferme du Trichon ? Y a-t-il des dispositifs prévus pour mettre des terrains à disposition d'associations ?
Pour l'instant, moi j'accompagne le dispositif Quartier Fertile, qui sont des terrains qui ont été mis à disposition dans le cadre du projet de renouvellement urbain de la métropole et sont des terrains qui sont disponibles à titre provisoire en attendant des projets. Donc c'est difficile aussi de développer l'agriculture urbaine quand les terrains sont mis à disposition pendant un laps de temps court. Je ne peux pas me prononcer parce qu'effectivement c'est un travail avec le patrimoine. La métropole a des terrains. Après, comment on crée les conditions puisque effectivement les politiques publiques sont plurielles, et donc se pose la question je mets à disposition les terrains de la métropole pour du développement économique, pour de l'agriculture, pour X usages, et ça vient questionner un peu notre système de gouvernance et notre organisation. Je vais pas m'étaler là-dessus. Sinon, de façon plus globale, par rapport à cette thématique aussi de l'agriculture et des sols. Par ailleurs, en tout cas moi l'étape d'après, on a candidaté là tout l'été sur des financements européens, on appelle un programme Horizon, dans le cadre c'est la mission Soil Deal au niveau européen, puisqu'on a plus de 70% des sols européens qui sont dégradés, et on a une directive européenne sur les sols qui est passée. Et donc là, avec plusieurs partenaires, avec Junia, avec AgroParisTech, avec la société d'économie mixte Ville Renouvelée, on a déposé une candidature pour positionner la métropole en ce qu'on appelle Living Lab, donc en fait des laboratoires vivants sur la thématique des sols. Je ne sais pas si on sera retenu, mais on a candidaté avec d'autres pays au niveau européen. Et si on est retenu, pendant 4 ans, on va pouvoir expérimenter. Donc c'est quoi, moi, l'enjeu au niveau de la métropole? J'ai en dénominateur commun sur tous les projets d'agriculture urbaine une incapacité, une vraie difficulté à équilibrer les modèles économiques, et puis le problème des terres. Et c'est un vrai problème, puisque sur tous les projets, on nous dit les terres sont polluées, vous les enlevez, vous les remplacez par de la bonne terre. Sauf qu'on ne trouve plus de bonne terre. On n'arrive plus à s'approvisionner en bonne terre. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire avec des partenaires, c'est de mélanger des éléments sains, alors de la matière minérale, du compost, de la matière organique, idéalement avec les ressources disponibles sur le territoire. On essaie de faire nos savants mélanges et on essaie de faire du monitoring. Année après année, on essaie de voir dans quelle mesure on arrive à restaurer les fonctions du sol. On regarde la fonction nourricière, on regarde le stockage de l'eau, la séquestration du carbone, mais on en est à essayer de reconstituer un stock de sol sain et fertile à l'échelle de la métropole. Donc il y a la problématique du foncier, mais il y a aussi et surtout la problématique de la terre. Merci Jamila. Il y a une question qui était un peu dans ce sens-là. Comment pourrait-on intégrer dans les documents d'urbanisme, donc les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, PLUI, cette dimension de qualité des sols, avec en enjeu, pour ceux qui ne sont pas les spécialistes de l'urbanisme, la question de la loi ZAN, zéro artificialisation nette, qui veut préserver les terres non urbanisées, avec quelque part un balancier qui dit il faut qu'on utilise les friches. Et peut-être que les friches, il faut les renaturer au bon endroit parce qu'il y a des proximités ou parce qu'il y a des environnements particuliers. Donc pourrait-on imaginer des documents d'urbanisme un peu plus intelligents que les zonings traditionnels qui nous renvoient à du quantitatif pour arriver à du qualitatif? Je pose la question, elle est posée par un de nos interlocuteurs à distance. Voilà. Il y a un élément qu'on n'a pas répondu, mais je pense qu'on va avancer dans les témoignages. C'est celle posée par notre collègue de Douaisis-Aglo sur comment pouvons-nous faire en sorte de mobiliser l'habitant. Il y a les politiques publiques qui se mettent en place. Comment réussir à faire en sorte que, comme autrefois il y avait des grandes stratégies, plantons 1 million d'arbres, et on sait qu'un enfant, une naissance, un arbre, c'est tout un symbole. Y a-t-il, entre guillemets, mais là on va ouvrir le sujet au-delà de cette table ronde, pour essayer de collecter les initiatives. On a vu qu'il y en avait quand même du côté de Grande-Synthe, du côté du Trichon. Tu peux peut-être nous dire cette relation entre les passionnés et les engagés, et cette dimension de la population, j'allais dire, et je le dis avec beaucoup de noblesse, l'habitant ordinaire, celui qui vit son territoire. C'est compliqué d'embarquer les habitants. Nous, il y a 7500 habitants vraiment à proximité de la ferme et on a du mal à les faire venir. En revanche, quand ils sont là, ils sont très très contents. Non, je voulais partager en fait
une autre étape là, dans laquelle on entre la ferme urbaine du Trichon, qui répond justement à cette question de comment on embarque les habitants et comment on les accompagne pour changer leurs pratiques alimentaires, pour aller sur des pratiques durables et locales, et du coup rejoindre les questions de la santé. En fait, on vient d'obtenir un Interreg, un projet financé par l'Europe, sur justement la question du changement des pratiques écologiques par le biais de l'alimentation. On est... que je me trompe pas, on est 7 dans le consortium en fait, ça va de Charleroi et toute une partie du Pas-de-Calais et la ferme urbaine du Trichon. Et il y a notamment, au-delà de faire une trame nourricière et de se dire comment on maille le territoire pour qu'il y ait une production alimentaire de qualité et accessible à tous, vraiment sur tout le territoire. En parallèle, il y a tout un travail sur ce qu'on appelle les places à vivre, mais vivre avec un grand S à la fin pour les différentes manières de vivre, que ce soit s'alimenter, mais aussi vivre socialement. Et là, on va expérimenter le chèque vert pour aider à l'alimentation. On va expérimenter la gratification. Tu viens aider au jardin, en échange, tu as de la monnaie pour pouvoir t'acheter des légumes. On va expérimenter l'autorécolte, on va expérimenter la caisse de l'alimentation ou la SSA, comme on veut. Voilà, et on va produire, on a 3 ans pour produire en fait un référentiel de ce qui fonctionne moins bien selon les territoires, pour justement embarquer un maximum de personnes. L'idée, c'est vraiment de développer la capacitation des personnes. Donc c'est un circuit où on démarre avec le poisson, c'est-à-dire le panier solidaire, le chèque vert, etc., qui te permet d'avoir. Ensuite, la canne à pêche, je t'apprends à produire toi-même ou à mieux t'alimenter. Et après, comment tu deviens pêcheur, c'est-à-dire tu deviens acteur de ton écosystème. Merci Anne-Sophie. On fait rapide parce qu'on aime bien terminer à l'heure par rapport à ceux qui sont à l'extérieur. Donc une intervention courte si tu veux bien. C'était juste pour compléter sur la mobilisation citoyenne, parce que c'est un sujet vraiment qui est aussi au cœur, surtout sur la thématique aussi des personnes les plus concernées, les plus précaires sur ces sujets-là. Comment on fait pour faire avec elles. Et donc, comme on l'a expliqué vraiment sur l'éducation populaire, je pense que nous, il y a vraiment un aspect aussi d'être le plus possible sur le terrain et de côtoyer les personnes pour vraiment aussi pouvoir partir avec elles de l'identification de besoins. Et je pense que c'est quand même un levier d'action qui permet quand même de pouvoir répondre vraiment concrètement à des problèmes quotidiens des personnes concernées. Donc Thierry, on va terminer par une séquence. Nous qui sommes architectes, urbanistes, je vous remercie tous parce que les petites rencontres qu'on fait comme ça, quand on y réfléchit bien, ça a valeur d'une table ronde d'un très haut niveau qu'on aurait pu avoir dans un milieu universitaire ou plus organisé au sens politique. Mais c'est le terrain qui parle. Donc un immense merci parce que je pense que ça nous apportera beaucoup pour montrer aussi que les terres du Nord sont des terres inventives. Dans les terres inventives, Thierry, on a prévu une dernière séquence où on va revenir sur ton bâtiment, votre bâtiment, parce que je dis votre parce que j'ai la chance de connaître un petit peu ta famille et je sais que ça a été une aventure d'entraide et puis d'engagement collectif. Il y a un petit film et puis après il y a des photos que tu nous commenteras. Alors on commence par le petit film, on est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas le lieu. Donc c'est un cadeau qui t'a été fait pour ton anniversaire, je dirais pas ton âge, où un petit drone est passé par là pour permettre de mieux comprendre le lieu. Alors tu peux le commenter hein, si tu veux, en même temps. Oui, peut-être. Micro. Oui, pardon. Vas-y, c'est bon, tu l'as. Oui, ça marche. Peut-être vous dire d'abord qu'au tout début, c'était une ferme agricole. Hein, ça appartenait. Enfin, sur le mur, il est marqué Déquien. Hein, ça date de 1863, hein, le bâtiment principal de la ferme. Il y en a certains que j'ai dû détruire parce qu'il n'y avait vraiment plus rien. Ça s'est passé ensuite à une famille qui s'appelait les Renards, hein, qui était vraiment une famille d'agriculteurs dans la région, dans cette région-là. Et il y avait 60 vaches qui étaient attachées là où il y a le magasin actuellement. Et c'était une ferme de 80 hectares. Alors avec le remembrement, etc., tout ça, ça s'est un petit peu... ça a beaucoup bougé. Et puis ensuite est arrivé un terrassier. Donc un terrassier qui a effectivement pollué les sols aussi, etc. Et quand on est arrivé, il y avait des fosses
avec de l'huile, de caterpillar, etc., dans les trucs, etc. Donc il a fallu d'abord tout nettoyer. Là, vous êtes dans la boulangerie, donc, qui a commencé dans un autre bâtiment et qui est arrivé là. Donc voilà, ça s'est pas fait en un jour. Hein. Alors on va le voir après avec quelques images que tu nous as confiées, mais c'est pour dire aussi que dans certains lieux dont on a parlé, je pense là, c'est la ferme du Trichon, il y a le lieu, la Braca qui existe, ça n'est pas une ferme, c'est une maison. À Grande-Synthe, il n'y a pas de ferme au sens bâtiment, ce sont des lieux de rendez-vous. Ici, c'est une ferme qui est devenue un lieu de rencontre. Oui. C'est ce que je comprends. Donc tu as pu assembler des éléments de projet, de programme, et c'est le bâtiment qui t'y a invité ? Je ne sais pas par quel bout prendre. Alors, en fait, dans toutes les rencontres que j'ai pu faire, au début, quand c'était une ruine, malheureusement, on n'a pas la photo. Si, tu vas voir. Ah, tu l'as. Tu as tout prévu. Tout prévu. Mais en tout cas, quand je me suis retrouvé devant cette ruine et que j'ai dit à ma femme, qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas mal pour installer un projet. Elle m'a dit, oui, ça me paraît vraiment très très bien. Je revenais pas. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à aller chercher qui allait bien pouvoir m'accompagner. Ça aurait pu être le CAUO. Hein, possiblement, oui. Voilà, je n'as pas besoin de nous, donc c'est bien. Et donc, j'ai trouvé sur ma route un architecte qui s'appelle Lucien Kroll, que certains connaissent certainement. Et en fait, ce Lucien Kroll m'a accompagné dans toute la phase de réflexion sur comment ce projet devait être le plus vivant possible. Et j'ai envie de dire le plus adapté. Oui, voilà, ça c'est mes enfants. Donc, on part du début. Hein, donc la ferme récupérait d'un négoce ou de quelqu'un qui faisait de la réparation de matériel ? Qui faisait du terrassement. Ah, du terrassement, pardon. Mais il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus rien. Ok, on peut passer quelques images parce que c'est assez spectaculaire, effectivement. Donc je ne sais plus ce que je voulais dire. Du coup, Lucien Kroll, quand il est arrivé sur cette ferme, il m'a dit mais c'est formidable quoi. On va vraiment faire un truc formidable. Donc ça m'a rassuré. Et voilà ce que c'était. Hein, mais là, on avait déjà bien nettoyé la ferme. Hein. Et donc Lucien Kroll m'a dit ce qui est important dans cette ferme, c'est lui redonner tout son côté historique. C'est de la refaire à l'identique, de lui apporter des choses nouvelles, notamment comme vous le voyez la verrière qui est au fond là, qui était une façon d'éclairer naturellement le magasin. Et puis son idée à lui, c'était que tout le monde puisse bien cheminer. Voilà les dessins qu'il faisait encore à la main, c'était assez extraordinaire. Et donc avec des toitures végétalisées, qu'on a fait d'ailleurs, hein, des toitures végétalisées. Et en fait, lui, son idée, c'était que tout le monde puisse cheminer, tout le monde soit bien en arrivant, notamment les gens qui y travaillent. On a démarré avec 2 personnes, aujourd'hui il y a 120 personnes qui travaillent sur le site. Donc en fait, ce qu'il voulait, lui, c'est faire en sorte que ce soit éclairé, que les cheminements soient faciles, que les gens qui y viennent puissent cheminer autour, ne soient pas obligés d'aller faire des courses. Voilà, à un moment donné, j'avais fait une pub en disant bien plus que des courses. Mon idée de fond, à moi, c'était pas forcément que les gens remplissent leur chariot. Il se trouve qu'ils l'ont rempli. Tant mieux pour moi. Mais mon idée de fond, c'était plutôt d'être pédagogue, de leur apporter finalement, de leur faire comprendre le lien entre l'agriculture et ce qu'ils trouvaient dans les rayons. Et pour ça, en tant qu'ancien formateur, par exemple, je faisais des choses comme les emmener chez des agriculteurs, les faire monter dans les clients, les faire monter dans les remorques des agriculteurs et faire le tour de plaine avec eux pour leur expliquer ce que c'était qu'une terre agricole et finalement, quel était le sens du produit qu'ils trouvaient dans le rayon. Et je crois que c'était ça aussi, c'est la réussite de cette affaire-là, c'est que j'ai essayé de vraiment lier l'agriculture à ce qu'ils allaient trouver dans la ferme. Et notamment avec le pain, puisque très rapidement, il y a 30 ans, j'ai créé une boulangerie biologique. Donc on a démarré avec un boulanger, aujourd'hui il y a 40 personnes, donc on vend beaucoup à la restauration collective. Hein. Malheureusement, je trouve que ça s'est un peu trop industrialisé. Moi j'aurais voulu que ça reste comme à l'origine, avec des fours à bois, enfin, etc., etc. Ça s'est un petit peu industrialisé, oui, il est là. Industrialisé, mais avec une belle ambition. On parlait des cantines scolaires. Dis-nous un peu, tu m'as fait visiter et puis tu m'as parlé de j'ai tellement de choses à dire, je sais pas très bien. De qui tu fournissais, qui tu fournis aujourd'hui avec ce pain bio ? Par exemple, la ville de Lille. La ville de Lille est fournie avec le pain biologique de Saveur et Saison. Pour les cantines. Pour les cantines, pour toutes les cantines. Alors heureusement, on n'a qu'un seul point d'ancrage pour livrer. Et c'est eux qui s'occupent de la livraison sur tous les collèges, les lycées, etc. Mais vous rayonnez jusque dans le Pas-de-Calais, me disais-tu, sur ce pain ? Oui, oui. Aujourd'hui, ça représente à peu près 30% de l'activité du Fournil.
Il faut savoir que le fournil aujourd'hui, même si on automatise de plus en plus, tous les pains sont encore façonnés à la main, en tout cas pour tout ce qui est pains qui s'en vont dans les magasins biologiques, puisqu'on a 80 clients. C'est une entreprise qui tourne jour et nuit, hein, c'est-à-dire que les boulangers fabriquent la journée, ce qui fait qu'on n'a pas de turnover, parce que des boulangeries qui fabriquent la journée, il n'y en a pas 36. Donc en fait, ils viennent, ils fabriquent le pain, ils le stockent dans des chambres de fermentation à température constante, et ensuite il y a les chauffeurs qui arrivent, donc qui travaillent la nuit pour livrer, pour ne pas avoir de bouchons. Donc on livre la nuit, et donc c'est une entreprise qui tourne en permanence. C'est incroyable que tu m'aies mis les croquis de Lucien Kroll, parce que nous, architectes, c'est quand même un révélateur quand on faisait nos études à l'école d'architecture de Lille, Oui. quand l'Almagar se montait, où Lucien Kroll était présent avec Verbiste pour développer cette architecture qui mettait en relation, au sens vernaculaire du terme, l'habitant avec son architecture. On sait aujourd'hui les combats et les échanges politiques qui ont lieu autour de l'Almagar et de son avenir, mais ta rencontre avec Lucien, on va l'appeler comme ça, est un truc incroyable de savoir qu'à un moment donné, tu vas rencontrer les personnes qui vont être utiles et qui vont comprendre aussi le sens du projet. Ces rencontres-là, tu en as eu plein, mais tu les as provoquées. Est-ce que le lieu est un moment pour provoquer les choses et les rencontres? Ça va aussi avec cette idée de faire rencontrer des habitants avec d'autres. Je sais que tu as accueilli depuis plein d'entreprises et de jeunes entrepreneurs à qui tu as plutôt ouvert le sujet, ouvert la ferme. Donc, est-ce que le lieu, ça devient un creuset? Est-ce qu'un lieu, ça identifie quelque part une capacité à faire germer la ville autrement? Je boucle avec ton introduction. Oui, en fait, par exemple, les architectes, il y a eu Lucien Kroll, mais après, il y en a d'autres qui sont venus s'installer là. Parce qu'en fait, la bioconstruction, c'était un peu le début. Hein, donc, en fait, j'ai un architecte qui est venu s'installer, qui a vécu, qui s'appelle Jérôme Mouillet, d'ailleurs. Devenu professeur, un des premiers professeurs à l'école d'architecture sur l'apport de l'habitat. Jérôme est arrivé en me disant, bon, t'as pas un local pour moi, etc. Et du coup, il a continué, après Lucien Kroll, il a continué à construire les autres bâtiments des entreprises que j'accueillais. Et donc, c'est lui qui les a construits. Puis après, un autre architecte est encore arrivé. Bon, ça, c'est pour la partie architecte. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure pour la brasserie, il y a eu des restaurants qui ont voulu s'installer. Il y a notre boulangerie, évidemment, qui a pris de l'extension. Il y a une petite boulangerie qui est venue s'installer également dans le dernier bâtiment qu'on voit là au fond à gauche, qui est maintenant une boulangerie sans gluten, sans lait, sans œufs, donc pour les gens qui sont allergiques au gluten. Et ainsi de suite. Donc en fait c'était un lieu, comme je le disais tout à l'heure, très ouvert. Je pense que je le voulais ouvert. Et je voulais que ça devienne un lieu où le consommateur, j'ai envie de dire, puisse trouver un peu ce qu'il voulait, quoi. Il pouvait éventuellement acheter du pain, il pouvait rentrer dans la Biocoop, il pouvait visiter la brasserie, il pouvait venir à une conférence, il pouvait venir à des ateliers pain. On a fait par exemple des ateliers pain pour le consommateur, pour expliquer finalement ce que c'est que du blé qui pousse en bio, jusqu'à la fabrication de la farine et jusqu'à la fabrication du pain. Et les gens partaient avec une baguette. Donc il y a des gens qui me disaient, mais si tu expliques aux gens comment on fait du pain, ils vont plus t'acheter. Mais je leur disais, mais bien au contraire, je pense que la pédagogie fait qu'à un moment donné, les gens vont avoir envie de temps en temps fabriquer leur baguette, mais surtout de manger du bon pain et de comprendre pourquoi il est bon. Voilà. Alors il y a une anecdote que tu m'avais décrite quand on s'est vu pour préparer cette rencontre. Tu m'as dit, quand j'ai repris la ferme, j'ai eu écho de ce qui se passait par rapport au voisinage qui venait à la ferme par le passé. Est-ce que tu peux raconter ça? Ça, on en a beaucoup tenu compte avec Lucien Kroll. On a fait l'historique de la ferme et on s'est aperçu qu'à une certaine époque, il y avait un magasin qui était justement à la place de la petite boulangerie sans gluten et qui vendait des endives, du beurre, du lait, etc. Donc c'était aussi une façon, pour moi, c'était important de prolonger l'histoire de cette ferme, hein, d'en faire un lieu nourricier, nourricier pour les gens du coin, et de faire en sorte que les gens, surtout, comprennent pourquoi c'était important, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, le lien entre alimentation et santé. Pour moi, c'était d'une extrême importance. C'est-à-dire, j'ai fait un maximum d'animation pour que les gens comprennent. Par exemple, on avait des ateliers pour apprendre à faire de la cuisine bio.
Quand les gens rentrent dans un magasin comme ça, au début, il y a très longtemps, ils ne comprenaient pas ce qu'il y avait dans les rayons. Visuellement, c'était pas du tout ce qu'ils avaient l'habitude de voir dans les supermarchés, quoi. Hein, donc en fait, on a pris le temps. Au début, c'était dans la grande maison, là en bas. On faisait venir 25 personnes avec des spécialistes. On faisait des ateliers de cuisine. Ce qui fait que les gens, après, ils comprenaient comment ils pouvaient utiliser les produits et qu'est-ce qu'ils pouvaient acheter. Avant de clôturer, Thierry, on voit bien ton engagement, ce que ça représente. Là, tu as transmis. On a vu que le bonhomme, il était sorti de ses champs et de ses pesticides, disons-le, pour arriver à la rencontre des habitants avec d'autres produits. Tu as fait vivre ça, tu transmets. Et comment effectivement cette éducation que tu as pu donner par ta passion et ton envie de faire vivre les choses avec tes consommateurs, tes clients, tes habitants qui t'entouraient, comment tu transmets ça à ceux qui ont pris ta suite? Est-ce que le bâtiment... c'est délicat parce que j'avais créé d'abord une première entreprise que j'ai vendue en 2017, le magasin, qui est quand même un magasin qui fait 660 mètres carrés, donc c'est pas facile à remplir et c'est pas facile à vendre. Donc j'ai fini par le vendre, mais les gens, quand ils t'achètent une entreprise comme celle-là, ils ont leur personnalité. Hein, donc ils ne vont pas forcément faire exactement la même chose que moi, ce que j'ai voulu faire. Je pense qu'au niveau pédagogique, par exemple, ils s'y remettent maintenant, j'en parlais tout à l'heure, mais au début, ce n'était pas leur tasse de thé. D'abord rentabiliser l'entreprise qu'ils venaient d'acheter. D'accord ? Donc il y a des choses qui se sont un peu perdues. Par contre, dans le Fournil, pas du tout, parce que la personne que j'ai embauchée dans le Fournil il y a 15 ans, c'est cette personne-là qui a repris l'entreprise. Dans de très bonnes conditions. C'était un jeune qui sortait d'IESEG. Il ne savait pas ce que c'était qu'un grain de blé. Aujourd'hui, il enseigne les filières agricoles à l'université. Pour vous dire le chemin parcouru, quoi. C'est assez exceptionnel. Et lui, effectivement, il a gardé le fond. Donc, il continue à gérer et à mener l'entreprise avec les valeurs de fond qui étaient au départ. Je propose qu'on vous applaudisse tous parce que vraiment, merci. Je vais redonner la parole à Delphine qui va nous donner quelques petits rendez-vous pour les temps à venir. Donc vous voyez par ce petit schéma qui est là sous nos yeux, mais si on pouvait fixer l'image, ça serait parfait. On travaille par atelier, vous l'avez compris. Ici, on était sur l'atelier Ville Productive et Delphine va nous reprendre la parole pour nous donner les prochaines invitations que nous formulons. Alors donc effectivement, le prochain rendez-vous, c'est le mardi 3 février 2026. La conversation, donc ce sera la conversation 19, elle portera donc sur les paysages productifs dans l'atelier Construire les paysages de demain. Donc on prendra davantage de hauteur peut-être, on s'intéressera aux paysages productifs et à la manière dont le territoire peut être une ressource et on s'interrogera sur comment s'appuyer sur ses caractéristiques et ses potentiels pour produire utile, durable et tout en préservant les paysages. Donc merci aux intervenants, merci pour vos présentations. Merci aux participants donc, en présence et aux participants en visio également. Donc, voilà, vous retrouverez effectivement toutes les présentations d'aujourd'hui sur notre site internet. Donc la présentation de la conversation dans son entièreté et les présentations des intervenants donc individuels et également la vidéo. Merci beaucoup.